Allez, Brouchim Abbaïm à tous et à toutes pour notre cours habituel, Bezrat Hashem. Alors, comme ceux qui nous suivent, ce soir, je vais commencer le cours avec une demande particulière et je vais demander Birshut Avi Mori, avec la permission de mon père. C'est pas enfin d'Ivret Torah. Ce soir, on a eu le plaisir qu'ils viennent assister à notre cours. Alors, sachez une chose, c'est que dès que le cours il est mis en ligne, en général, la première vue que je vois sur YouTube, je sais que c'est la sienne. Et en général, c'est, on va dire, ça va être son avis qui va être le plus représentatif pour moi de la qualité du cours. Alors, je vais être très honnête, hein. Des fois, il se lève et il me dit pas mal le cours. Alors, il faut savoir que dans la bouche d'un Algérien, pas mal, ça veut dire que c'est excellent. Mais c'est une manière de faire des compliments. Et très souvent, il me dit moyen, je suis pas trop aimé. Alors que des fois, les gens adorent. Donc, je sais que lui, il est très très difficile au niveau des cours. Et en général, même si vous ne le voyez pas ici tous les lundis, sachez qu'il les suit. Mais ce soir, même moi, j'ai été surpris. Il m'a dit comme tu vas faire un cours de halakha et en plus de ça, de Pessah, et qu'on a fait, on s'amusait un petit peu à la table de Shabbat à parler de tout ça. Donc, il m'a dit je vais venir. Donc, pour moi, c'est un grand srout, un grand mérite. Et Bezrat Hashem, donc avec son autorisation, on va ce soir parler d'halakha. Vous savez que devant son père et devant son rav, il faut toujours leur demander l'autorisation de parler. Et Bezrat Hashem Alvaï, on lui souhaite que ses paroles de Torah, ça lui amène toujours une longue vie, une bonne santé, qu'il ait que la satisfaction de ses enfants et surtout de moi parce qu'il y a du boulot. Et Bezrat Hashem, qu'on le bénisse et ainsi que nous tous, qu'on puisse se recevoir tous ensemble en bonne santé, le Mashiach, immédiatement. Bezrat Hashem. Tov, alors regardez mes amis, cette semaine et la semaine prochaine, donc on va traiter des halakhot de Pessah. Super important. Vous savez que quand on arrive toujours à l'approche des fêtes, je m'efforce de préparer, de changer un petit peu l'habitude des livrets Torah, de Moussar et de Paracha, parce que c'est très important, surtout que la camarade nous demande que déjà 30 jours avant Pessah, avant chaque fête, il faut déjà commencer à s'intéresser à la chôte qui vont concerner la fête à venir. Donc 30 jours avant, c'était un peu long quand même, surtout que vous en avez le temps un peu d'oublier. Donc je profite que cette semaine, Bezrat Hashem, ainsi que lundi prochain, on va se concentrer sur la chôte de Pessah. Comment on va fonctionner? Celui qui va rater le cours d'aujourd'hui, pour ceux peut-être qui ne vont pas le suivre, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce soir, on va traiter de tout ce qui est cachérisation de cuisine et d'ustensiles. On va essayer, Bezrat Hashem, dans le temps imparti, de tout faire. Ok? Donc, vous savez que dans la halakha, je vous laisse la parole, mais rendez-nous un service pour vous que vous puissiez sortir avec le maximum. Raphaël, elle laisse un peu ouvert. Qu'on puisse sortir avec un maximum de données. Vraiment, des questions, la inyan. Des questions vraiment qui concernent ce que je suis en train de dire. Je peux répéter une fois, deux fois. Si vous avez besoin de plus, alors soit vous pouvez écouter le cours, ou Bezrat Hashem après le cours, s'il y a besoin de précision, avec plaisir je vous le répéterai, mais pour la bonne continuité du cours, on va essayer de ne pas trop s'attarder. Et la semaine prochaine, on traitera donc des halakhot qui se rapprochent plus de la veille de Pessah, c'est-à-dire Bdikat Hametz, Bio Hametz, et évidemment toutes les quantités, matzah, les quantités de vin qu'on aborde, etc. et tout ce qui concerne le Seder. Ça vous va comme programme? Bon, c'est pas comme si vous aviez le choix, mais Bezrat Hashem. Top. Alors on va tout de suite commencer. Avant de commencer par la halakha de Pessah, Bezrat Hashem, le jeudi qui vient, Yavolenu Beshalom, les Tova, ce sera Rosh Chodesh Nissan. Donc mercredi soir, n'oubliez pas mesdames, messieurs, d'allumer les bougies, parce que jeudi c'est Rosh Chodesh Nissan. Combien de jours? Un jour. Qu'est-ce qu'on se doit de faire à Rosh Chodesh Nissan? Birkat Ha'i la note. C'est quoi? C'est d'aller devant des arbres qui fleurissent, comme dit la Gemara, ilané, melav levé. Des arbres qui ont commencé à bourgeonner, qui ont commencé à sortir des fleurs, et de faire là-bas la bracha de Birkat Ha'i la note. Devant combien d'arbres il faut se positionner? Les khatrila, il faut en trouver deux. Si j'en ai qu'un, je gamme mes seder. Si j'en ai qu'un, et je ne sais pas où trouver des deuxièmes, je peux faire également la bracha devant un arbre. Quel arbre il faut trouver, mes amis? Il faut trouver des fruits dont on sait qu'ils vont donner des fruits, et pas des arbres, entre guillemets, stériles, qui ne peuvent pas donner de fruits. D'accord? Ça, c'est important. Maintenant, comment vous faites pour savoir? En général, c'est ce que j'ai demandé à ma Chabouta tout à l'heure, il m'a dit, écoute, en général, par exemple, nous, on habite à Natania, on a l'habitude maintenant, est-ce qu'à chaque fois, les rabbinim, ils vont avec leur keïla pour faire la bracha des arbres. Si vous avez un doute, évitez, plutôt aller demander, c'est sûr, vous allez voir le rav keïla, ou est-ce que dans le quartier, il y a un endroit de faire Birkat Ha'i la note, et on est tranquille, ok? À partir de quand on peut faire la bracha sur un arbre de Birkat Ha'i la note? Quand il est en bourgeon, et quand il va commencer à donner ses fleurs, d'accord? S'il a donné les fruits, c'est pas bon. Il y en a qui disent que si Bediavat, tu as trouvé un arbre plus tard qui est quand même avec des fruits, avec des fleurs, tu peux faire la bracha. Il y en a qui autorisent, mais c'est vraiment pas les khatrila.
Donc je répète, Rosh Chodesh Nissan, c'est jeudi. Le top du top, c'est d'aller faire la Birkat Elianot le jour de Rosh Chodesh. Donc jeudi. Si j'ai pas eu le temps, jusqu'à quand je peux faire? Je peux faire tout Chodesh Nissan. Un conseil, n'attendez pas. Vous pouvez dire j'ai le temps. Vous allez rentrer dans Pessah, vous allez oublier. Pessah, quand il termine, on est déjà aux 3/4 du mois. Le temps de vous remettre de Pessah, de ranger la vaisselle, tac, la routine elle reprend. Vous avez basé l'histoire. Un chidouche, vous pouvez même le faire pendant Chodesh Iyar. Le mois qui suit Chodesh Nissan, on peut encore faire Birkat Ilanot, à condition évidemment qu'on trouve des arbres qui sont fruitiers évidemment, mais en condition à quel stade? Au stade de fleurs. Si encore une fois on trouve avec des fleurs et des fruits, on peut quand même faire, mais encore une fois, est-ce que c'est le top niveau? Non. Alors un chidouche, est-ce que cette mitzvah concerne uniquement les hommes ou également les femmes? Les deux. Kol hakavod. Oui, moi aussi. Kol hakavod. Pourquoi? Pourtant, on a un clal qui nous dit que mitzvot assez shazvan graman hashim pturot. Pourtant, on a un clal qui nous dit que toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps, les femmes sont dispensées. Donc ça, c'est les chaura, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Donc on sait que les femmes aussi, elles sont tenues de faire Birkat Ilanot. Alors je vais essayer de le dire rapidement. Si c'est compliqué, on ne va pas s'attarder parce que c'est vraiment pas l'essentiel du cours. Mais en 2 mots. Et Bezrat Hashem, j'espère que vous allez comprendre du premier coup. Une mitzvah qui dépend du temps, une femme, elle est dispensée. Erev Tov Freddy, Toda Rabba, la Kol Rabotai, on peut l'applaudir, le remercier pour tout ce qu'il fait. Shem Yishmor Otcha, Shavua Tov. Une mitzvah qui dépend du temps, ça veut dire que c'est vraiment le temps qui impose la mitzvah. Par exemple, Sukkot. Est-ce qu'une femme, si elle veut, elle peut se faire Sukkot quand elle veut? Absolument pas. Si on peut fermer la porte, s'il vous plaît. Donc je reprends. Si une femme, par exemple, elle veut faire la mitzvah de Sukkot quand elle veut dans l'année, est-ce que c'est possible? Non. Pourquoi? Parce que la Torah nous impose un moment précis, on doit faire la mitzvah de Sukkot. D'accord? Okay. Donc une femme va être dispensée de la mitzvah de Sukkot. Parce que même si elle veut, elle ne peut pas le faire à un autre moment, et la Torah a fixé un moment. Par contre, la mitzvah de Birkat Ilanot, écoutez bien, ce serait normalement une mitzvah qu'on pourrait faire tout le temps si on le voulait. Mais par quoi est-ce qu'on est tenu du statut des arbres? C'est pas la Torah qui est venue nous imposer un moment, c'est juste que la nature, de par elle-même, elle se met à fleurir à ce moment-là. Donc en fait, c'est une mitzvah qui dépend du temps, mais pas parce que la Torah nous l'a imposé, parce que la nature est faite de cette manière. La preuve, c'est quoi? Si maintenant vous allez au Brésil, je vous donne comme ça un pays au hasard, et que vous allez là-bas en janvier, et qu'il y a des fruits qui commencent, il y a des arbres fruitiers qui commencent à donner des fleurs. Est-ce que vous pouvez faire Birkat Ilanot? Réponse oui, parce qu'on va selon l'endroit où on se trouve. Ah, mais en Israël ou en France, en général, on fait un Rosh Chodesh Nissan, c'est vrai. Mais comme aujourd'hui, je suis dans un autre pays, et que je vais selon les lois du pays, et qu'il se trouve qu'en janvier ou en février, ou même en décembre, il y a des fruits, il y a des arbres fruitiers qui donnent des fleurs, maintenant des bourgeons, je peux faire la bracha. Donc vous voyez bien que quoi? Que ce n'est pas la Torah ou Chachamim qui ont instauré un temps obligatoire, mais simplement on est un petit peu assujetti à la nature. Donc c'est pour ça que les femmes, dans ce cas-là, elles aussi, vont être concernées comme les hommes, et elles devront faire la bracha du Birkat Ilanot. Est-ce que c'est clair? Baruch Hashem, c'est magnifique. On continue, parce que comme je dis, ça c'était vraiment une bracha, c'était vraiment une petite halakha comme ça. La bracha de c'est quoi? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shelo chiser beolamo klum, ubara bo beriot tovot velianot tovot velianot bahem bene adam. On fait une bracha que quoi? Que Hashem a créé des arbres qui sont là pour faire profiter les hommes. Pourquoi je précise cette bracha? Évidemment, vous allez ouvrir les livres, vous allez la faire comme il faut, etc. C'est très important, les hommes comme les femmes, quand vous allez vous apprêter à faire la bracha, de d'abord voir les bourgeons ou les fleurs, et ensuite de faire la bracha. Il faut voir, je répète, le bourgeon ou la fleur. Si vous ne le voyez pas, c'est un problème. Maintenant, dans quel cas ça arrive souvent? Quand on est un grand public, la synagogue ou un grand groupe à aller autour des arbres. Alors les premiers, oui, ils voient, mais ceux qui sont derrière, ils ne voient pas tout le temps. Est-ce que vous pouvez faire la bracha? Il faut éviter. D'abord voyez, après faites. Maintenant, si vous l'avez quand même faite, la bracha, et qu'ensuite vous voyez l'arbre, est-ce que vous refaites la bracha? Non. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais encore une fois, il faut absolument voir. C'est pour ça, par exemple, que la halakha dit qu'un aveugle, il ne pourra pas faire la bracha. Comment ça? Il ne fait pas la bracha. Alors lui, il va aller à côté de quelqu'un, il peut dire amen. Mais lui, il ne peut pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que malheureusement, il ne peut pas profiter de la beauté des arbres, etc. D'accord? Je referme la parenthèse, mes amis, et on va, Bezrat Hashem, maintenant se concentrer sur les halakhot, donc de cachérisation des ustensiles de Pessah. Alors, premièrement, il faut savoir qu'à Pessah, le top du top, c'est pas de cachériser les ustensiles, c'est d'avoir une autre vaisselle. Ça évite tous les problèmes.
Vous allez voir que c'est complexe. Quand on cachérise des ustensiles, il faut vraiment aller jusqu'au bout pour le nettoyage. Il faut aller là où il y a les vis, là où il y a les manches. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de rouille, parce que s'il y a rouille, l'ustensile n'est pas cachérisable. Entrez-vous bien ça dans la tête. Un objet rouillé, un ustensile rouillé n'est pas cachérisable. Donc des fois c'est compliqué. Donc ceux qui peuvent acheter une vaisselle, et je pense que, je ne peux pas dire tout le monde, mais je pense qu'une grande majorité des gens ont une deuxième vaisselle pour Pessah. On a Bassari, on a Khalabi, on a ce qu'il faut. Maintenant, la halakha a pris en compte tout le monde, une personne qui n'a pas forcément les moyens de se payer une deuxième vaisselle. Alors quoi, il ne va pas manger, il va se faire inviter chez nous. On peut aussi inviter des gens, c'est bien, pourquoi pas, avec plaisir. Mais bon, il y a quand même pas mal de repas chez nous les feuilles, donc ça va être compliqué peut-être de s'assurer qu'il ait tous les repas une invitation. Donc c'est pour ça que la Torah, je dis bien que c'est la Torah elle-même qui a mis en place un système de cachérisation de vaisselle. Et ça remonte à quand? Depuis que l'Église Israël était dans le désert et qui faisait des guerres avec les Goïms et qui revenaient avec un butin et donc des objets en or, en argent, en cuivre, etc., des plats, tout. Est-ce qu'on pouvait les utiliser? La Torah elle a fait une règle. Elle a dit c'est très simple. Tous les ustensiles qui peuvent passer par le feu, on les cachérise par le feu. Mais des choses qui ne vont pas tenir la chaleur du feu parce qu'ils vont se décomposer, ils vont s'abîmer, à ce moment-là, comment on les cachérise? Par l'eau brûlante. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, le feu c'est liboun, et l'eau on l'appelle agala. Je répète, le feu, quand on va passer un objet dans le feu directement, ça s'appelle liboun, ça veut dire faire blanchir, c'est comme rougir un ustensile, d'accord? Et agala, ça veut dire c'est immerger l'objet dans l'eau brûlante dans sa totalité, d'accord? Alors juste, un petit détail important. C'est très intéressant ce que je vais vous dire. Une personne qui va au mikvé, un homme ou une femme, de quelle manière il doit se tremper? En une fois. On ne peut pas faire un bras, après je relève un bras, je remets un autre bras, c'est une villa qui ne vaut rien du tout. Je ne vous apprends rien, j'espère. Très bien. Par contre, quand vous allez tremper un objet pour le cachériser, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Ça veut dire, si par exemple, vous voulez tremper un objet, on va dire une petite marmite, dans une grande marmite. Parce que là, je répète, normalement, c'est quoi? C'est prendre une grande marmite d'eau chaude et tremper dedans des plus petits ustensiles. Alors évidemment, quand je n'ai pas le choix et que je n'ai pas un grand ustensile assez grand pour mettre ma marmite dedans, je vais faire bouillir directement ma marmite et faire en sorte de faire déborder l'eau. Ça, vous inquiétez pas, on va revenir plus tard. Mais pour revenir au premier cas, j'ai maintenant une grande marmite dans laquelle je peux tremper par exemple une petite marmite. Mais elle va rentrer, mais pas en une fois. Elle va rentrer en 2 ou en 3 fois. Est-ce que c'est bon? Il n'y a aucun problème. Vous la prenez, on va expliquer évidemment qu'est-ce qu'on va faire avant, la nettoyer, attendre 24 heures, etc. Vous la prendrez, vous la tremperez jusqu'à l'endroit où elle rentre. Ensuite, vous, évidemment, elle est en train de bouillir, évidemment. Vous rentrez la première partie de votre marmite, vous la ressortez, vous faites en sorte de ne pas vous brûler, vous pouvez prendre un torchon, il n'y a pas de souci. Vous la tournez et vous trempez de l'autre côté et à coller au béchalom. Pourquoi cette différence? Pourquoi quand un être humain se trempe, il doit le faire en une fois pour qu'il soit entre guillemets kasher, tahor, alors que pour un ustensile, pour qu'il soit tahor, on peut le faire en plusieurs fois? Parce que le Chazal, ils apprennent d'une dracha. Il y a marqué quoi? Qu'une personne, quand elle va se tremper au mikvé, surtout une femme, elle doit attendre la nuit. Il faut attendre que le soleil s'est couché, ce qu'on appelle Uba HaShemesh. Le soleil s'est couché. Chazal apprennent d'ici. De quelle manière le soleil se couche? En une seule fois. N'est-ce pas? Il descend en une fois. Donc l'homme aussi, quand il se trempe au mikvé, il doit descendre en une fois. Par contre, un ustensile n'est pas concerné par le temps, la nuit, le jour. Tu peux tremper quand tu veux. C'est pour ça que dans l'ustensile, on peut tremper en plusieurs fois. Je refais la parenthèse, c'était pour que vous preniez ça en compte. Très bien. Donc du fait que ce qu'on apprend dans les ustensiles à cachériser, ça vient de la Torah, on peut s'y reposer à 100%. Il ne faut pas dire, mais non, mais moi, tout le monde m'a dit qu'il fallait avoir une deuxième vaisselle, et moi, j'ai pas de deuxième vaisselle, ce que je fais, c'est pas top. Si tu cachérises correctement ta cuisine pour Pessah, tu peux inviter Rabbi Shimon Bar Yochai à manger à ta table. Après, il faudrait lui demander si mange des kitniot ou pas, ça c'est une autre histoire. Voilà. Ok? Mais en tous les cas, vous avez compris. Tov. Alors, Rabotai, avant, c'est très important ce que je vais vous dire, avant de parler de cachérisation, on parle de nettoyage. On ne peut absolument pas nettoyer un objet qui n'est pas propre et encore moins qui a dessus des résidus de Hametz. Donc, celles ou ceux, par exemple, même je vais vous dire, là on a parlé tout blanc tout noir, j'ai une vaisselle, j'ai pas de vaisselle de Pessah. Des fois on a une vaisselle de Pessah, mais il nous manque une ou deux marmites, c'est le coup classique. Cette marmite de l'année elle est top parce que c'est une cocotte, ou parce qu'elle est très grande et je reçois du monde, je vais pas racheter maintenant encore une autre marmite. Donc tu veux utiliser quelques ustensiles, il n'y a aucun problème en être, tu peux, à condition qu'elle soit nickel avant d'être cachérisée. Nickel, ça veut dire prendre des chomarim, on appelle ça des produits
évidemment, qui sont forts, dégraissants, qui vont rendre tout résidu de nourriture immangeable, même pour un chien. Kol davar shelo raoui la'achila lekelev lo nechshav achila. Toute chose qui n'est plus consommable par un chien n'est plus considérée comme de la nourriture. C'est pour ça, mes amis, quand vous prenez par exemple des produits d'entretien pour Pessah, alors en Israël, Dieu bénisse, il y a une ashgacha surtout. Même sur la javel, il y a une ashgacha. Ça sert absolument à rien. Bon, ici, c'est comme ça. Mais quand vous allez en France, par exemple, alors il y en a beaucoup, j'ai vu, ils vont dans les magasins cachers. Bon, si c'est une question pratique parce qu'il ne veut pas faire 3 magasins, il n'y a aucun problème. Il prend là-bas le lave-vaisselle, il prend là-bas les brosses à dents, il prend là-bas le truc pour nettoyer le sol. Si c'est juste une question pratique, en baya. Mais si c'est parce que dans ta tête, tu crois qu'à Pessah, il faut prendre des produits d'entretien avec une ashgacha, c'est faux. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des produits qui sont consommables par un chien. Donc ça ne s'appelle pas du chametz. Attention par contre, sur les choses qui sont comme les dentifrices. Là où il y a du goût, là où il y a des choses comme ça, on peut ajouter des saveurs. Là, évidemment, faire très attention. Soit tu prends un truc qui est neutre, donc tu sais que tu es tranquille, mais dès que tu commences à prendre, vous savez, les dentifrices pour les enfants, ou les dentifrices liquides avec un peu de goût, etc., là, évidemment, faire attention avec une petite ashgacha, parce qu'encore une fois, il y a du goût là-bas, où même les enfants, ils peuvent l'avaler. Donc si un enfant, c'est mangeable pour lui, kol shekel que c'est mangeable pour un animal. Mais si la chose n'est pas mangeable par un animal, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de ashgacha. Je referme la parenthèse. Donc tu prends tes produits d'entretien. Tu vas bien, on va dire, en mettre sur tes marmites, sur ta vaisselle. Évidemment, on va expliquer après quelles sont les vaisselles cachérisables et quelles sont les vaisselles qui ne sont pas cachérisables. Il y a des choses, vous voulez, vous montez, vous descendez, on ne pourra jamais vous l'autoriser. Et vous savez que moi, je suis là pour vous faire la halakha, pas pour vous faire plaisir. Hein, monsieur Lévy, c'est comme ça. Vous avez une deuxième vaisselle à la maison ? Oui. Madame Lévy, on est tranquille alors ? Bon, grâce à Dieu. J'irai manger chez lui. Voilà. Ok ? Top. Donc ça, c'est clair. Alors, important. Quels sont les ustensiles qui ont besoin de harshara ? Quels sont les ustensiles qui ont besoin de cachériser ? Uniquement les ustensiles qui ont été utilisés par le chaud. Un ustensile qui est utilisé uniquement à froid n'a pas besoin de harshara. Pourquoi ? Évidemment, je ne parle pas, attention, je précise quelque chose. Faites attention quand même quand vous faites des utilisations à froid avec du piquant, ça c'est une autre histoire. Ok, mais si par exemple vous prenez des verres, je ne parle pas forcément du verre en verre, on va voir que le verre, lui, est cachère toute l'année. Pour le lait, pour la viande, pour Hametz, pour Pessah. Ok ? Je vais revenir, vous inquiétez pas, on va tout voir ensemble. Mais juste pour vous donner un exemple, vous prenez un objet qui n'est pas forcément en verre, d'accord ? En porcelaine, vous allez voir que la porcelaine c'est un vrai problème à Pessah. Mais maintenant dans ce verre ou dans cette tasse, vous ne buvez que du froid toute l'année. Pas de café, pas de thé, du froid, de l'eau, un coca, ce que vous voulez. Vous avez besoin de le cachériser. Non. Qu'est-ce que vous faites ? Un petit coup de savon avec de l'eau et c'est fini, c'est cachère. Pourquoi ? Parce qu'un ustensile qui avale quelque chose qui absorbe, c'est uniquement quelque chose qui a été à chaud. À froid, ça n'absorbe absolument rien du tout. C'est pour ça que par exemple les verres de kidouche, etc., tout ça, il n'y a même pas besoin de les cachériser. Vous les nettoyez un petit coup, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ce n'est pas une affaire que pour Pessah, je précise. Même dans l'année, quelque chose qui est à froid, vous pouvez jouer avec les deux. Attention, je précise, pas avec du piquant. Si vous coupez du piquant, ça c'est autre chose. Mais par exemple, pour revenir au verre, la matière, le verre, vous savez que pour nous, les sfaradim, et je précise, toutes les halachot, la grande majorité des halachot que je donne ce soir, c'est uniquement selon les psakim sfaradim. Les halachot des ashkenazim sont différentes, surtout à Pessah, il y a pas mal de chumrot que tout le monde ne fait pas. Donc comme on est un tzibour sfaradi et que moi je suis sfarad, les halachot marchent uniquement pour les sfaradim. Je reviens à ce que je disais. Vous prenez un verre en verre toute l'année, une tasse pour laquelle vous privez un café au lait. Donc c'est bien chaud, en plus moi j'aime le café quand il est brûlant au lait. J'ai fini de le boire. Maintenant je veux boire, je sais pas moi, une soupe chaude avec de la viande dedans. Est-ce que je peux utiliser le verre ? Non. Écoutez bien, je nettoie mon verre au savon, je m'assure qu'il ne reste pas du café et du lait. Mon verre en verre est propre, je peux l'utiliser pour de la viande. Ok ? Maintenant encore, c'est du verre. parce que c'est du verre. C'est du verre. C'est ça que j'ai précisé. Un verre en verre. Parce que la matière en verre, selon nous les sfaradim, n'absorbe absolument rien. N'absolument rien. Et une seconde, David, j'arrive. Et là, le din dans la qu'on a que c'est quoi ? Kebol o karpolto. Ce qu'un ustensile va avaler, il va également recracher. C'est pour ça qu'on a besoin de faire des harshara, de nettoyer, de cachériser, parce qu'il faut ressortir ce qu'il a absorbé. Or, le verre, la matière, le verre, n'absorbe pas. Donc, s'il n'absorbe pas, il n'y a rien à recracher. Donc, il n'a pas besoin d'harshara. Oui, David. Donc, pareil pour les assiettes.
L'assiette en verre, oui, aucun problème. C'est en verre. Tout ce qui est en verre, n'a pas besoin de cachérisation. Pardon. Narcopal, c'est du verre, sans peinture. Si c'est du sans rien. verre, il n'y a aucun Du verre problème. sans rien. Mais c'est d'ailleurs, c'est pareil. on peut continuer mes amis? Le Pyrex, oui. Allez, il y a fait Méon. Alors, Il faut le nettoyer. oui, j'y arrive. On va y arriver. Ouais, c'est- Une seconde. Rabotaï, une grande règle dans l'Archarot Kelim. Et ça, je peux vous dire que c'est un des trucs les plus compliqués des halachot. C'est Seif, et je remercie Akadosh Baruch Hu que ce soir, en préparant le cours, je me suis rendu compte d'une erreur que j'avais fait en préparant la première fois ce cours-là il y a quelques jours. Et j'ai eu, vous savez ce que c'est une siata d'Ishmaïa? J'étais en train de réaliser avec ma chavruta, et il y a eu une petite voix dans ma tête qui m'a rappelé une phrase que j'ai entendue l'année dernière. Je ne sais pas comment elle est revenue cette phrase. Je dis à ma chavruta, attends, là il y a un problème. Là je crois qu'on a fait une erreur. Elle me dit non, si, on a ouvert les livres, on a fini par trouver. Donc Baruch Hashem, je vous donne une halakha, Bémet, qui vient de halakha Moshe Mishinai. Une folie. Il y a une règle, et elle est très simple. Comment je fais pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque kéli? Alors le halakha, elle est simple. Un ustensile qui a été utilisé, Toute l'année. évidemment toute l'année, on parle que maintenant on arrive à Pessah. Un ustensile qui a été utilisé sans eau ou sans huile, ou un ustensile qui a été utilisé avec de l'eau ou avec de l'huile. C'est ce qu'on appelle bedavar lach, avec de l'humidité, ou bedavar yavesh, avec quelque chose de sec. Non pas la même cachérisation. Vous prenez par exemple, vous savez, des broches, par exemple, dans laquelle vous allez faire griller de la viande. Donc ça, c'est tout le temps à sec. Oui. Ok? Comment on cachérise ça? Béliboun avec le feu. Ok. Après, on va revenir comment on fait et qu'est-ce qui est faisable par le feu. Une marmite, une casserole, des assiettes. Pareil, on va voir les matières qui sont cachérisables, qui sont pratiquement tout le temps en contact avec du jus, avec de l'huile, avec de l'eau. Il n'y a pas besoin par le feu. Qu'est-ce qu'on fait? Agala. On va le tremper dans une marmite bouillante ou même, encore une fois, comme on l'a dit, on remplira la marmite si elle est trop grande au maximum avec de l'eau chaude. Ébullition. On va faire monter à ébullition. Alors attention, un truc important, très important. Pour celles ou ceux qui veulent faire ça. Alors déjà, je précise une chose. Celles qui ne savent pas le faire, c'est très important ce que je vous dis. On rigole pas avec la halachot de Pessah. Pour celles ou ceux qui veulent cachériser des ustensiles et qui ne savent pas bien le faire, ne dites pas j'ai fait à peu près, c'est bon. C'est un issour ramour, c'est issour karet. Très grave. Il y a dans toutes les villes d'Israël, Baruch Hashem, des endroits spéciaux où les gens te cachérisent les ustensiles là-bas. Ils arrivent avec des bassines énormes, des chaudrons d'eau brûlante. Tu arrives avec tes marmites autant que tu veux. Il n'y a pas une marmite qui ne rentre pas dans leur chaudron. Obélix, il peut rentrer dedans. Okay? Même Obélix, il peut rentrer dedans. Vous prenez vos marmites, ils vont vous les tremper là-bas, évidemment, à condition qu'elles soient nickel. Hein. Il faut être nettoyé, il faut qu'il n'y ait pas de rouille, il faut que tout ait bien été fait. Il faut avoir vraiment vérifié les poignées. Tout doit être nickel. Le couvercle y compris, absolument tout. Et ils vont vous la tremper. Maintenant, tu dis, moi, je sais le faire. Je n'ai pas envie de me déplacer. Ma marmite est trop grande. Je ne peux pas la rentrer quelque part. Mais je peux la faire monter à l'ébullition. Super. Sauf que, et je peux vous dire, je parle d'expérience parce que moi, je suis parti cachériser quand j'étais plus jeune des hôtels pour des cacherouillottes. Donc, j'ai bien appris la halachot. Et j'ai surtout vu ce qui se passe en réalité. Quand vous mettez de l'eau chaude et que vous faites bouillir l'eau, avant que ça arrive à ébullition, ça commence déjà à s'évaporer un petit peu. Donc très souvent, qu'est-ce qui se passe? Même si vous avez rempli votre marmite à ras-bord, le temps que ça bout, on n'est plus à ras-bord. Donc ça bout, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas déborder. Donc c'est-à-dire que tout le bord de la marmite n'a pas été cachérisé. C'est très grave ça. Très grave. Vous avez du chametz mamache sur les rebords et vous allez cuisiner à Pessah. Vous mangez du chametz. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir au maximum. Et à côté, vous allez faire un truc très simple. Vous allez prendre une pierre que vous trouvez dans la rue. Une pierre. Vous la faites chauffer à côté sur un gaz, à côté de votre marmite. Donc vous chauffer la marmite sur un feu, la pierre sur le feu d'à côté. Quand ça commence à bouillir, bon évidemment, vous allez vous munir de pince, pas avec la main, je vous le conseille. Vous prenez votre pierre qui est brûlante et vous la mettez dans l'eau chaude. Qu'est-ce qui va se passer? Sonar. C'est l'effet du sonar. Ça va faire monter le niveau d'eau en bouillant et ça va à ce moment-là dégouliner de partout. Et là, vous avez fait l'archara comme il faut. Sinon, l'archara n'est pas bonne. Est-ce qu'on s'est bien compris? Il a fait. Excusez-moi, ça veut dire que la pierre doit être d'abord chaude, Ah oui, bouillante. oui. Et on peut pas la prendre et la mettre dans l'autre marmite. Dans la marmite qui est également en train de bouillir. Qui est en train de bouillir. Ouais. Et là, ça va prendre. Exactement. Faites le test à la maison, vous allez voir. On peut pas rajouter de l'eau chaude. Mais j'ai une Mais plaque ça ne électrique. marchera pas parce qu'à chaque fois ça va. Mais Pardon si j'ai une plaque électrique, c'est bon, c'est le faire. Le circuit. Ça va faire le même truc avec la plaque électrique. Oui, la plaque électrique, qu'est-ce qui va se passer quand tout va déborder? Ça va pas faire un court-circuit. Non. Ah bah si. Il faut faire attention, madame. Très attention. Alors attention. C'est plus dangereux avec le Une gaz. plaque électrique. Alors regardez, c'est important ici. Je peux pas.
Merci. Très important. Il faut faire attention quand vous faites vos cachérisations de ne pas jouer aux électriciens. La sécurité passe avant tout. Quand nous, on a fait des cachérisations d'hôtels, le mage Guillard, qui était responsable, il nous interdisait de se mettre en danger. Il faut savoir, des fois, il y a des vrais accidents dans ce genre de choses. Les gens veulent faire les fous, des khumrot, comme par exemple dans des objets électriques. On ne cachérise pas ce genre de choses, c'est pas cachérisable. Quand vous faites électrique, ça risque de faire sauter déjà les plombs, tu risques de prendre un jus, ou bien tout simplement, il va rien t'arriver à toi ou à ta maison, mais l'ustensile il est plus utilisable. Donc tu le gardes de côté, ce qui est cachérisable on cachérise, ce qui n'est pas cachérisable on le laisse de côté, on l'achète du neuf. Surtout maintenant, je vous dire la vérité, Baruch Hashem, honnêtement, vous allez dans n'importe quel magasin, surtout comme Oshera, Drami, Levi, tout ça, ils vous amènent des nouveaux trucs pour blèche. Ça ne coûte pas du tout ce que ça coûtait à l'époque. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des frigos pas chers, pour ceux qui ont le truc, des fours, des vaisselles, vraiment il y a des promos extraordinaires, donc ce qui ne vaut pas le coup, faites attention. Vous allez lui dire, à partir du moment où ça boue, madame, vous auriez pu utiliser une plaque électrique, à partir du moment où ça boue, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de différence. Mais faire attention aux conséquences. Si elle déborde, est-ce que ça va pas abîmer la plaque? Est-ce que pour vous c'est pas dangereux, etc. Oui, David. Le kéli dans lequel tu vas faire bouillir, Ouais. il faut qu'il soit un kéli que tu utilises que pour Pessah. Non, pas forcément. S'il est propre, c'est une bonne question. S'il est propre, s'il est propre et tu fais chauffer ton eau et que ça tombe 24 heures, il n'y a aucun problème. Regardez, mesdames, s'il vous plaît, il y a des questions très intéressantes qui sont posées. Vous devriez les écouter parce que c'est dommage. J'ai peur que vous ne les entendiez pas après. Alors, David, je reviens tout de suite sur ce que tu dis, mais juste un truc important. Avant de cachériser, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit il faut nettoyer, premièrement. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On cachérise tout de suite? 24 heures. Bravo. On doit attendre 24 heures. Pourquoi? Alors, 24 heures à partir de quand? De la dernière utilisation. On va faire simple. 24 heures à partir du moment où vous l'avez nettoyé. Comme ça, on ne prend aucun risque. Ok? Je répète. 24 heures à partir du moment où elle est propre, elle a été nettoyée, vous commencez, vous lancez le timer. J'ai fini à 2h30 d'après-midi. Demain, à 2h30, je peux commencer à cachériser. Pourquoi? Parce que la halakha nous dit la chose suivante. Un ustensile va garder le goût qu'il a absorbé pendant 24 heures tel quel. Par contre, à partir de 24 heures, le goût qui recrache n'est plus un goût qui a un digne de Ochel, on appelle ça un tam pagoum. C'est un goût qui a un défaut, qui n'a plus de goût, qui est dénaturé. C'est pour ça que quand aujourd'hui vous allez cachériser vos ustensiles après 24 heures, on a dit Kebol Okar Polto, ce qu'il a avalé, il va rejeter. Donc tu vas dire quoi? Ah, dans ma marmite, maintenant que je veux cachériser pour Pessah, ma marmite elle est en train de recracher du Hametz. Réponse non. Vu que j'ai attendu 24 heures, ce qu'elle recrache maintenant n'a plus un digne de Hametz. Donc c'est pour ça que ce qui se passe dans ta marmite maintenant, c'est plus du Hametz. Une fois que tu l'as cachérisée au bout de 24 heures, tu la rinces, elle est cachée à l'épaisseur. Donc David a posé une question, est-ce que la marmite que j'utilise maintenant, elle doit être cachée à l'épaisseur pour ça? Alors j'ai répondu à ta question. Si j'ai attendu 24 heures et que j'ai mis à bouillir, évidemment elle est propre. De toute façon, vu ce qu'elle rejette, ça n'a plus un digne de Hametz, donc évidemment je peux l'utiliser pour cachériser mes objets dedans. C'est clair? Super. On continue maintenant, on arrive au stade le plus important de ce point-là, écoutez bien. Vous allez me dire, bon, Raph, c'est super. Quand j'ai des ustensiles qui sont clairs, qu'est-ce que j'utilise à chaud, à sec, et qu'est-ce que j'utilise avec de l'humidité, avec de l'eau, avec de l'huile, etc. Mais si maintenant, ce qui arrive dans toutes les maisons, j'ai des ustensiles que des fois j'utilise avec du jus, et le même ustensile, des fois, je vais utiliser sans jus. Quel archara lui faire? Quelle cagérisation lui faire? Est-ce que je vais faire la cagérisation qui est compatible avec de l'eau, c'est-à-dire avec agala, ou je dois lui faire une cachérisation au feu, au chalumeau? Alors, un truc très très important. Quand je dis au feu, au chalumeau, écoutez bien ce que je vous dis, Rabotai, c'est super important. Dans Pessah, ainsi que dans les choses qui sont, chas v'shalom, non cachères, dans le Issou, par exemple, imaginez demain, vous allez dans un hôtel, vous privatisez un hôtel, et maintenant vous voulez cachériser donc des choses pour cuisiner, comme un grand barbecue, parce qu'il est magnifique, parce que vous attendez 50 personnes, et parce que tu dis, bah, c'est super, tu veux cachériser la grille du barbecue, est-ce que c'est cachérisable? Oui, à une condition. C'est quoi? C'est que la grille du barbecue, tu peux la faire rougir au feu au point qu'il y ait des étincelles de chaleur qui émanent de la plaque. Alors, je peux vous dire que la grande majorité des grilles aujourd'hui barbecue, on ne peut pas les faire chauffer autant. J'ai fait le test, j'avais acheté un petit chalumeau, j'avais fait chauffer ma plaque de barbecue avec laquelle j'utilise dans l'année, ça ne rougit absolument pas. Donc, ce n'est pas cachérisable. Il faut comprendre que quand on dit que les objets, il y a des objets qui sont cachérisables par le feu, c'est uniquement des objets qu'on peut faire rougir au point qu'il y ait des étincelles de chaleur qui émanent de ça. Si on n'arrive pas à ce niveau-là, à Pessah, l'objet en question n'est pas cachérisable au même titre
si j'avais fait du cochon là-dessus. Pessah, c'est un issour, au même titre que la nourriture non cachère, c'est comme ça qu'on cachérise. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, j'ai un ustensile que j'utilise, on l'a dit, ou avec jus ou sans jus dans l'année. Quel archara je lui fais? Le Shulchan Aruch, pour nous les Sfaradim, on a un grand clade dans la archara qui s'appelle Olchim Achar Rov Tashmisho. On va aller selon la majorité d'utilisation du keli. Ça veut dire, si ma poêle ou ma marmite en général, 3/4 de l'année, 80-90% du temps, je mets toujours du jus, de l'eau. Donc comment je vais la cachériser? Avec Agala. Ah, mais les 20% où je fais des fois des trucs secs comme ça d'aller-retour, on ne fait pas attention à ce miout, à cette minorité. Mais les Shkenazim, ils ne se pensent pas comme nous. Ils disent non, au contraire, il faut aller selon, à Pessah, même la minorité du Keli, il faut faire. Donc si, par exemple, c'est un truc que j'utilise des fois mouillé ou des fois à sec, il faudra faire la harshara avec le feu, encore une fois, si c'est cachérisable par le feu. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur ça, mes amis? Non. Maintenant, attention à un grand piège. Et c'est ça, le NES que j'ai eu ce soir au collège. Écoutez bien. Un koum-koum. Écoutez bien le Karabotaï. Un koum-koum. Est-ce qu'il y a besoin de le cachériser? Non. Normalement, je précise, normalement non. Pourquoi? Qu'est-ce que je mets dedans? De l'eau. Qu'est-ce que je fais? Je mets de l'eau, je fais chauffer. Donc qu'est-ce que tu fais à Pessah? Baba, tu nettoies, donnes un bon coup et tout est tranquille. Mais, moi j'ai vu de mes propres yeux. Des gens, qu'est-ce qu'ils font des fois Shabbat? Ils mettent du pain sur le couvercle du koum-koum. Oui, mais couvercle. Ils mettent du pain, une pita, du pain pour faire chauffer, etc. Parce que soit il n'y a pas de place sur la plata, soit parce qu'il y en a qui ne veulent pas que ça brûle, ils veulent juste un peu chaud et pas ça. Là, on rentre dans un problème. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que maintenant, mes amis, le chametz, on va arriver après, le pain là qui a touché votre koum-koum alors qu'on est en plein mois de décembre. Je veux dire, pourquoi on parle de chametz, vous allez comprendre après pourquoi. Le pain qui est en train de toucher le couvercle, il est en train d'avaler du pain. D'accord? Il est en train d'avaler du pain. Donc, ce couvercle-là, il est chametz. Ouais. Le reste du koum-koum, il devient chametz à cause du couvercle. Il va falloir le cachériser. Comment je cachérise un couvercle comme ça? Je ne peux pas le faire chauffer, n'est-ce pas? Je ne peux pas le faire chauffer. Comment je vais le faire? Je le nettoie à fond et je lui fais agala. Alors, attention. Si je suis, regardez le pliage où il est très fin. Si je suis l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, à savoir que je suis l'utilisation majoritaire du keli. Ouais. Le koum-koum, la grande majorité du temps, je ne mets jamais du pain dessus. Je mets que de l'eau à l'intérieur. Donc je ne devrais même pas le cachériser. Oui, vous suivez ou pas? Donc pourquoi là on me dit attention, si tu as mis le pain une fois, il va falloir cachériser le couvercle et le koum-koum? Réponse, la règle qu'on donne, qu'on suit toujours la majorité d'utilisation du keli, c'est uniquement pour savoir quelle cachérisation faire, mais pas pour me dispenser d'une cachérisation. Donc ça veut dire que même si un keli, écoutez bien, selon la majorité de son utilisation, ne nécessite même pas de cachérisation, mais qu'il a suffi qu'une fois j'ai mis quelque chose de chametz, tu deviens dans l'obligation de cachériser ce keli. Est-ce que vous avez compris? C'est clair? Il a fait. Pourquoi? Parce que maintenant je lui fais une agala. Dites-moi vous, pourquoi je fais une agala alors que j'ai mis du pain? Peut-être qu'il faudrait le brûler. Pourquoi? Parce que le koum-koum, il a quoi dedans? De l'eau. Donc c'est de l'humidité. Donc ça s'appelle l'utilisation comme de l'eau. C'est pour ça que ça suffit une agala. Vous avez compris? Super. Par contre, attention, ça c'est très important aussi. Vous avez votre grille de barbecue. Écoutez bien ça. Vous avez fait dessus que de la viande toute l'année. Ok? Et vous avez mis du pain une fois. Vous avez fait des pitotes. Vous savez ce que c'est les arayes? Vous prenez de la pita, je vous apprendrai après les recettes. Vous prenez la pita, vous mettez de la viande hachée dedans, avec un peu d'huile d'olive, et vous faites comme ça griller, c'est excellent. Ok? Alors, si vous êtes sage, on fera peut-être un jour un kiff ensemble. Ok? Vous avez mis une seule fois du pain dessus. Il faut absolument que cette grille, elle passe par le chalumeau. Si maintenant ma grille, elle n'arrive pas à rougir, il n'y a pas d'étincelle, est-ce que c'est cachérisable? Non. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Toute l'année, vous avez fait que de la viande. La viande, c'est pas chametz. La viande, c'est pas chametz. Quand vous êtes sûr qu'il n'y a que la viande du boucher sans mettre vos tralouettes à l'intérieur, la viande, entrecôte, viande hachée, ce que vous voulez. Normalement, cette grille, vous la prenez, vous la nettoyez, vous lui faites agala, il n'y a aucun problème. Pourquoi je dis agala? Parce qu'apprenez une règle. Dans les chrotes d'Archara, bon, ça ne vous concerne pas dans Pessah, mais juste vous connotez dans votre tête pour savoir qu'il y a une logique dans ce que je vous dis. Normalement,
Quand vous voulez faire passer dans l'année un objet du lait à la viande, quand vous décidez de passer un objet du lait à la viande, du kasher au kasher, simplement de la viande au lait, vous le nettoyez à fond, même un objet qui passe au feu, vous lui faites agala et ça suffit. Parce qu'il n'a jamais avalé de issour. C'est vrai qu'il a avalé de la viande jusqu'à aujourd'hui, mais la viande elle est cachère ou elle est taref? Elle est cachère. Maintenant tu veux le passer au lait, donc tu vas la cachériser et quand il va avaler du lait, il aura avalé que du lait. Vous avez compris la différence? Quand est-ce qu'on nécessite un objet qui passe par le feu, de lui faire un coup de chalumeau dessus au point de le faire chauffer, on l'a dit, rouge, et de lui faire sortir des étincelles, c'est quand la plaque en question, l'objet en question, a avalé du issour, du cochon, chas shalom, ou du chametz dans l'année. Donc comme il a avalé du issour, la seule manière que j'ai de le cachériser, c'est de brûler le issour jusqu'au bout, au point de faire rougir la plaque ou l'ustensile et qu'il y ait des étincelles qui sortent. Par contre, si un ustensile qui le passe par le feu toute l'année, je mets dessus que du kasher, et que simplement maintenant je veux changer d'utilisation dans un autre kasher, donc de viande au lait ou du lait à la viande, je le nettoie à fond, et je fais quoi? Uniquement agala. Fridouche. Mais vous savez quoi? Regardez, ça c'est vraiment, je vous dis ça pour vous faire comprendre qu'il y a une logique dans ce que je dis. Donc, je reviens à mon cas à moi de Pessah. Toute l'année, j'ai utilisé ma grille pour faire de la viande. Maintenant, je suis un peu marmire, je veux faire une archara. Qu'est-ce qu'on fait comme archara? Normalement, agala, ça suffirait parce que j'ai mis que de la viande. Je ferai uniquement dans l'eau. Mais à partir du moment, mes amis, où j'ai fait chauffer dessus même une seule fois dans l'année du pain ou quelque chose de chametz, toute la plaque en question, toute la, comment on appelle ça, la grille, tout l'ustensile, la broche, que vous voulez, une fois il attend en contact à chaud avec du pain, obligatoirement maintenant il va falloir le faire chauffer également au chalumeau pour le cachériser. Je répète pour la énième fois, chalumeau ne veut pas dire que c'est caché automatiquement. Il faut voir que l'ustensile il rougit au point qu'il y ait des étincelles de chaleur. Si j'arrive pas à ce niveau de chaleur, l'objet n'est pas cachérisable. Vous le mettrez de côté et vous en prendrez un autre pour Pessah. Donc pour résumer, nous les Sfaradim, on va selon ce qu'on appelle la règle de Olchim Achar Rov Tashmishu. On va selon l'utilisation principale d'un ustensile pour décider quelle cachérisation lui donner. Est-ce que je peux faire marcher cette règle pour dispenser un ustensile de cachérisation? Absolument pas. Uniquement pour choisir quelle cachérisation. Donc, une marmite ou une poêle, dans laquelle des fois je fais ou à sec ou mouillé, on va selon la majorité. Si c'est un ustensile que j'utilise la majorité du temps à sec, comment je dois le cachériser? Avec le feu. Est-ce que ça veut dire forcément que c'est cachère? Non, il faut s'assurer que le kéli va monter, rougir et qu'il y aura des étincelles. Si ça ne marche pas, c'est pas bon. Ok. Maintenant, si le kéli, on l'utilise la majorité du temps avec quelque chose d'humide, de l'huile ou de l'eau, etc., on lui fera à ce moment-là, agala. Ah, mais des fois, j'utilise à sec, on regarde l'essentiel du kéli, encore une fois, pour choisir quelle cachérisation, mais jamais pour dispenser de cachérisation. Est-ce que c'est clair? Magnifique. Oui, David. À propos de la cachérisation, et notamment les couteaux, les fourchettes. J'y arrive. Ah oui. J'y arrive tout de suite. Donc, mes amis, c'est bien, tu es avec nous, tu es branché. Oui. Donc là, les amis, là, on a vu, on va dire la grande majorité des ustensiles de cuisine. Maintenant, on arrive, cuillère, fourchette, etc. Je ne dis pas couteau, vous allez comprendre pourquoi. Cuillère, fourchette et tout. Alors, il faut comprendre qu'il y a une différence dans les ustensiles en général. Il y a les ustensiles qu'on pose directement sur le feu et qui sont en contact directement avec la nourriture, et les ustensiles qu'on va utiliser une fois que le manger n'est plus sur le feu. Et c'est une différence. Pourquoi? Pourquoi maintenant je vous ai dit, par exemple, que les marmites ou les poêles, évidemment je parle de agala. Agala veut dire encore une fois quand on va immerger un objet dans l'eau brûlante, dans l'eau bouillante. Pourquoi est-ce qu'il faut faire cette sorte de harchara, cette sorte de cachérisation? Parce qu'elle est en contact directement avec la nourriture pendant que c'est sur le feu. Ce qu'on appelle keli rishon. Ça vous rappelle quelque chose dans les Chod Shabbat? C'est quoi un keli rishon? C'est un keli qui est en contact directement avec le feu. À partir du moment où je sors la nourriture et je le mets dans un autre keli, ça indigne de keli sheni. Très bien. Donc, marmite égale keli rishon, parce que la nourriture cuit dedans sur le feu. Très bien. Donc, il faut faire la hagala. Ça va concerner également, par exemple, vous savez, les cuillères, les grandes cuillères ou les grandes fourchettes qu'on rentre dans les plats pendant la cuisson. Ces grands, comment on appelle ça? Les louches, bravo. Ces grandes louches et tout ustensile, encore une fois, qu'on utilise la majorité du temps pendant la cuisson. Ouais. Comment il faudra la cachériser? Comme la marmite, agala. Par contre, une fourchette, une petite cuillère, etc., où ça peut nous arriver aussi de tremper dans la marmite. Mais la grande majorité du temps, comment vous utilisez vos fourchettes et vos cuillères? Dans votre assiette.
Donc comment est-ce qu'on cachérise? Vous avez deux possibilités. Soit vous versez dessus de l'eau chaude. Donc il n'y a pas besoin maintenant de mettre les cuillères dans de l'eau ébouillantée. Ah oui, il n'y a aucun problème. Vous voulez pas je vous dis la vérité, c'est plus simple. Vous voulez pas vous casser la tête, vous faites bouillir une marmite, les amis, vous mettez vos kélim dedans, vous avez fini, vous remettez vos fourchettes et vos cuillères, vous avez réglé le problème. Maintenant, je sais pas, vous l'avez pas fait, vous pouvez pas. Vous faites quoi? Vous faites chauffer de l'eau brûlante et vous versez dessus ce qu'on appelle irouï miklirishon. Versez d'un kélim. Ou bien, deuxième possibilité, vous faites chauffer de l'eau dans une marmite. Vous pouvez sortir la marmite du feu. Attention, elle est encore chaude, hein, mais elle est plus sur le feu, donc elle est plus indigne de klirishon. Et une fois que c'est encore chaud, vous pouvez mettre là-bas vos kélim à tremper. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas eu le même contact avec la nourriture toute l'année, la cachérisation n'est pas obligatoire d'être aussi grande. Vous avez compris? Donc je répète, les marmites et tout ce qui est en contact directement avec la nourriture sur le feu, à gala, ça veut dire soit je trempe dans de l'eau brûlante qui est sur le feu. Attention, il faut bien comprendre ça. Vous prenez n'importe quel kéli que vous allez tremper dans de l'eau brûlante, il faut que le kéli dans lequel vous trempez, il soit sur le feu en train de bouillir. Sinon, ça ne marche pas là, à gala. Ou bien, comme on l'a dit, de faire bouillir directement votre kéli en question sur le feu et de le faire déborder. Comment je fais déborder? On l'a dit avec une pierre chaude. Et vous la mettez dedans. Maintenant, des ustensiles comme des couteaux, pas couteaux, cuillères, fourchettes, etc., qui ne sont pas en contact la majorité du temps avec des ustensiles qui ne sont pas en contact la majorité du temps avec la nourriture qui est en train de cuire, ça on l'a dit, on peut la cachériser en versant simplement de l'eau brûlante par-dessus. Ok, juste David, je finis le point et après je suis à toi. Et il y a aussi la dame qui a une question. Les couteaux, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Ah, vous allez me dire, mais pourtant les couteaux aussi, je les utilise en général dans mon assiette, la plus grande majorité du temps. Pas dans la marmite. Alors pourquoi est-ce que ça va être différent? Réponse. Le couteau aussi, il faut lui faire une archara comme la marmite, ça veut dire agala. Il faut le mettre dans de l'eau brûlante qui est en train de chauffer. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, parce que c'est vrai que le couteau, même si tu l'utilises dans ton assiette, mais puisqu'avec ça, tu écrases, tu appuies, tu coupes et tu mets de la puissance, la chaleur et la nourriture, elle a un contact différent avec et ça rentre plus profondément qu'une fourchette ou qu'une cuillère. C'est pour ça que le couteau, à la différence des cuillères et des fourchettes, même si j'utilise dans mes assiettes en général, lui, il faudra le cachériser au même titre qu'une marmite, etc. Oui, David, et après, il y a la dame. Oui. Madame, allez-y. En ce qui concerne le lave-vaisselle. J'y arrive. Alors, l'histoire de la cachérisation, couteau, fourchette, etc. Je vous avais appris il y a quelques années que seul peut être cachérisé, couteau, fourchette et autres, qui est d'un seul tenant. S'il y a du bois, du plastique, une vis, tu sais, il y a beaucoup, par exemple, de couteaux ou de fourchettes, il y a la décoration, le truc, machin et tout, ça, c'est pas possible. Alors, regardez. Donc, j'ai acheté, moi, chez moi, je n'ai que des couverts d'un seul tenant. Alors, c'est sûr que c'est le plus simple. Alors, attendez, parce que la question que tu poses, ça ne concerne pas uniquement des couverts, ça concerne tous les manches d'ustensiles. Ouais. Bah, écoutez bien, prenez des poêles, par exemple. Oui. On va voir après quelles poêles sont cachérisables, attention. Hein. Les flancs, vous oubliez. Ok? Vous prenez une poêle que vous voulez cachériser pour Pessah. Donc, on l'a dit, on l'a nettoyée à fond. Mais comment on l'a nettoyée? Écoutez bien ce que je vous dis. Il faut dévisser les manches. Vous dévissez les manches, vous nettoyez à fond. Donc ça, je vous dis que ça, des fois, ça ne vaut pas le coup d'arriver à la stade de cachérisation. C'est plus un casse-tête qu'autre chose. Combien ça coûte une poêle aujourd'hui? Tu en as une pour 20 shekels. Alors ok, elle va 20 shekels, 30 shekels, elle ne va pas tenir un an, c'est pas grave. Je vais dire, tu la prends pour Pessah, tu la jettes. Tu rachètes une l'année prochaine à 20 shekels. Et si elle t'a tenu, ben, tu la gardes pour l'année prochaine. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que pour répondre à la question, les couteaux qui sont, comme tu dis, pas d'un seul morceau. Alors, d'un seul tenant. Attention, c'est important de préciser, le plastique, le bois, c'est cachérisable. Hein. Le plastique et le bois, c'est cachérisable au même titre que le métal. La même chose, oui, messieurs, dames. Le bois et le plastique sont cachérisables comme le rose. La seule chose, il faut s'assurer, encore une fois, qu'on a atteint tous les niveaux. Alors, prenez par exemple un couteau, on ne va pas dévisser un couteau. Hein. En général, de toute façon, c'est pas dévissable. Il n'y a pas d'embout. Donc, il faut simplement s'assurer qu'il n'y ait pas de jeu. Des fois, ça prend du jeu entre la lame et le machin, parce que là, c'est un problème. Parce que si tu n'as pas accès à ce qu'il y a dedans et que ça peut tout tomber, tu cachérises pas. C'est ça qu'on a dit. Je répète, et c'est bien qu'il y ait la question. Un objet, pour s'assurer qu'il est cachérisable, il faut que quand vous le voyez, il n'y a rien qui peut rentrer, il n'y a rien qui peut sortir. Et qu'encore une fois, vous l'avez nettoyé à fond. S'il y a de la rouille, on peut le cachériser? Non. S'il est démontable et j'ai nettoyé, j'ai fait tout trou. Maintenant, écoutez bien, un truc simple. S'il y a des petits trous dans certains ustensiles, je sais pas, une marmite ou quoi, ou qu'il manque une vis maintenant, ouais, des fois ça arrive.
Est-ce que je peux la cachériser? Oui. Si dans le petit trou en question, vous mettez du choumani ou de la javel, est-ce qu'il est dedans, c'est un peu dit de Khamet, c'est plus raoui l'achila, donc c'est cachérisable. Mais à condition qu'il y ait un accès. Mais parce que si le trou, par exemple, il est, je sais pas, par exemple, ça fait un rond comme ça, vous voyez, des fois autour des marmites, il y a des accès qui s'arrondissent. Tu peux pas mettre du produit tout au fond. Ok? Donc ça, ce sera un problème, on ne pourra pas cachériser, vous avez compris? Donc s'assurer vraiment qu'on a accès à ce qu'on veut cachériser. Mais c'est d'elle. Allez, on continue. Donc on a dit le mecham maïm, le kumkum, on a expliqué comment ça marche. Si tu fais que de l'eau dedans, il n'y a pas besoin de cachérisation. Tu les nettoies à beaucoup, etc. Maintenant, l'addition, on a mis du pain. Plusieurs fois ou même une seule fois? Même une seule fois. Vous l'avez mis sur le couvercle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on le nettoie à fond. Le couvercle, on va lui faire donc agala. Alors on a dit combien de temps on attend avant de faire une cachérisation? 4 heures. On a utilisé quoi comme produit pour nettoyer? Des produits nocifs. Nocifs. Oui, pour enlever justement le din de manger, de ochel. Très bien. Ensuite, comment je fais pour cachériser le reste du kumkum? Parce qu'il faut savoir, hein, le reste du kumkum aussi, il a avalé maintenant à cause du couvercle du chametz. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Écoutez bien. La partie électrique, il ne faut pas la tremper. La partie électrique, on ne la trempe pas. Elle n'est pas trempable. Parce qu'on ne joue pas au fou. Vous allez avoir un court-jus. Ok? Et il y a une coula. Pourquoi? Parce que puisque cet ustensile, maintenant, il a un dit de nat bar nat. C'est-à-dire, le reste du kumkum, il n'a pas été en contact direct avec le chametz. Ça a été le couvercle. Donc, c'est le pain qui a donné au couvercle et le couvercle au kéli. Donc, c'est pour ça qu'on peut être un peu plus cool. Alors, on va le cachériser. Comment on fait? Écoutez bien. Vous allez remplir votre kumkum à fond. Vous allez le faire bouillir. Donc ça va arriver à ébullition. Donc déjà vous avez fait votre agala, on a dit vu que la majorité du temps on utilise avec de l'eau, on peut cachériser par de l'eau. Ah mais là ici j'ai un problème, c'est quoi? C'est que quand je fais bouillir mon kumkum, très souvent en haut je ne vais pas arriver au maximum. Alors comment je fais? Alors si je peux faire avec la pierre, ouais mais j'ai peur que ça brûle les résistances qu'il y a en bas, je vous dis la vérité. Donc vous ferez bouillir à fond. Et sans attendre 1000 ans, vous prenez le kéli, vous faites bouillir une marmite et vous le retournez de l'autre côté et vous trempez la partie qui n'aura pas été en contact avec l'eau et vous avez cachérisé votre kumkum. Vous retirez l'eau et vous remettez sur le bord du Non, une fois que vous avez fait chauffer votre kumkum à fond et qui est arrivé aux 3/4 de la hauteur, il y a le dernier quart ou le dernier tiers qui reste. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites chauffer une marmite sur le côté d'eau chaude et quand elle arrive à ébullition, votre kumkum que vous avez maintenant vidé, simplement que le haut, vous retournez, vous trempez que le haut dans votre marmite et c'est cachère. C'est bon? Alors, il y a une habitude, et c'est bien de le faire chez certains, quand vous finissez une agala, c'est bien de mettre de l'eau froide derrière. Oui. C'est pas une obligation. J'attendais ça depuis tout à l'heure. Il a fait. Bah, tu vois, Mais BML, parce que moi j'ai travaillé dans la cache-route et j'attendais ça tout à l'heure. Vous parliez de alors moi aussi, Agala. Agala, c'est eau chaude. Et après, Les gars, est-ce que c'est une obligation? Non. Est-ce que c'est bien de le faire? Ça Oui. dépend. Pourquoi? Alors je t'explique. Sur quel ustensile? C'est pas une obligation de le faire. Pourquoi on le fait? Dans les Yahin, on le faisait. Écoute. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'au Beth Amikdash, quand il faisait la Hagala avec de l'eau chaude, il verse aussi derrière de l'eau froide. Parce que c'est entre guillemets une cachérisation, la méhadrine, mina méhadrine. Nous, quand on cachérisait les hôtels, on faisait comme ça. Est-ce que c'est une khumra? Oui. Est-ce que c'est une obligation? Non. Mais est-ce que c'est bien de les faire pour ceux qui ont l'habitude de le faire? Oui. C'est bon, on peut continuer, mes amis? Oui. Très bien. Allez, mes amis, on n'a pas encore beaucoup de temps. J'espère qu'on va arriver au maximum. Allez, un truc compliqué, le four. Alors ça c'est intéressant. Alors il y a deux écoles déjà, vous le savez. Il y a le four qui monte à qui a une pyrolyse et le four qui n'a pas de pyrolyse. D'accord? Alors on va commencer par le plus simple. Les fours pyrolyse, c'est le plus simple. Vous n'avez même pas besoin de le nettoyer avant. Ça c'est spécial pyrolyse. Pourquoi? Parce qu'on atteint pratiquement, je crois, 500 degrés. Il y a des fours qui montent à 500 degrés. Entre 360 et 500 degrés. Donc ça arrive tellement chaud que tout ce qu'il y avait dedans est complètement carbonisé, dénaturé, ça n'a plus du tout indigne de chametz. Donc, à la différence des autres ustensiles, un four qui a une pyrolyse, tu n'as même pas besoin de l'utiliser, de le nettoyer. Comme il est, tu le fais chauffer à fond, tu attends 24 heures, tu fais chauffer à fond, et tout est carbonisé. Ensuite, tu nettoies, ton four il est caché. Attention, je ne parle pas des plaques du four. Je parle du four. Alors, je explique pourquoi. Vous savez, dans le four, il y a trois parties. Il y a le four, il y a l'endroit dans lequel il y a les rails, on va appeler ça comme ça. Les grilles. Non, pas la grille. Les trucs sur le côté. Comment on appelle ça? Des rails. Okay, très bien. Il y a des rails, ensuite il y a les plaques. Les rails, normalement, si elles tiennent la pyrolyse, vous pouvez les laisser la cachériser de cette manière-là. Sinon, si vous pensez que ça va s'abîmer, alors vous les retirez
Mais à ce moment-là, ils ne sont pas utilisables pour Pessah. Mechila. Une seconde, je termine. Non, une seconde, j'ai obligé de terminer parce qu'après je vais perdre le fil, c'est très important. Donc je répète, la pyrolyse, si on peut laisser dedans le truc, on le fait. Si on ne peut pas, on les sort. Alors la seule chose que peut-être on va avoir comme solution pour les utiliser pour Pessah, c'est quand on dit, bah, je sais pas, quand tu veux que j'achète vraiment des grilles, des rails adaptés à mon four, je peux pas. Et je peux pas acheter non plus un autre four parce que ça coûte un peu cher. À ce moment-là, tu sors les rails, tu les nettoies à fond, tu fais à gala et tu recouvres d'aluminium épais pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun contact. Attention, mais c'est important. Quand j'ai dit aluminium, c'est pas que l'aluminium il se craque dès que tu fais un aller-retour avec ta plaque. Parce qu'à ce moment-là, tu as perdu l'idée. Il faut acheter spécial Pessah de l'aluminium épais, très épais. Vous le trouvez partout et en général, quand tu mets ça, ça ne bouge pas. Et bien sûr, vous allez faire attention quand vous mettez vos plaques et vous retirez vos plaques, de ne pas aller comme ça toute l'année. Et là, vous allez doucement, vous les soulevez un petit peu et vous les rentrez, vous les sortez. Ok? Très bien. Les plaques de Pessah, la vérité, c'est une marloquette. Alors, encore une fois, en général, les plaques ne tiennent pas la pyrolyse. En général. Ok? Ça tient pas. Non, ça dépend, ça ça dépend. Ça dépend. Je dis en général, les plaques du four ne tiennent pas une pyrolyse. Maintenant, regardez, si ça tient la pyrolyse, il y en a qui autorisent. Pourquoi il y en a qui autorisent? Parce que c'est une marloquette entre le Rav Naki, donc je vous donne les halachot, et le Rav Ophir Malka. Où eux, ils font une différence à savoir. Ils disent, regarde, c'est simple. Normalement, une plaque Bémet à Pessah, je vous répète, mes amis, il faut éviter de les utiliser. Les plaques d'un four à Pessah, on ne les utilise pas. Vous prenez des nouvelles plaques, ou vous prenez de l'aluminium, vous faites chauffer comme ça, il ne faut pas utiliser les plaques. La seule question qui se pose, tu dis, mais moi, ma plaque, toute l'année, je ne mets jamais directement la nourriture sur la plaque. Je fais un écran avec du papier sulfurisé, ou tout le temps avec de l'aluminium. Mahadi, là, on a une marloquette. Le Rav Naki, il autorise. Il dit, tu prends cette plaque-là, qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu lui fais, donc on avait dit, la cachérisation, etc. Mais tu feras chauffer à fond, et à ce moment-là, tu peux l'utiliser pour Pessah parce que c'est pas tout le temps en contact avec du manger. Ok? Le Rav Ophir Malka, il dit non. Même une plaque qui toute l'année est utilisée avec un papier sulfurisé ou un aluminium, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu vois très bien que quand on lève le papier, il y a l'humidité en dessous qui est passée. Oui. Donc c'est pour ça que je vous dis, les plaques, on évite. Le four, pyrolyse, oui. Les rails, oui. Les plaques, on évite. C'est clair? Ok. Maintenant, dans un four qui n'a pas de pyrolyse, qu'est-ce qu'on fait? Alors, un four qui n'a pas de pyrolyse, on ne va pas inventer une pyrolyse. De l'eau. Alors, on répète. On nettoie à fond. Parce que du coup, il n'y a pas de pyrolyse. On attend 24 heures. On fait chauffer le four à fond. Et de l'eau. Il n'y a pas besoin d'eau. Ok? On fait chauffer le four à fond pendant combien de temps? 1 heure. Une heure. Alors, attention, important. On ne compte pas 1 heure à partir du moment où j'allume le four. On compte 1 heure à partir où il atteint la température maximale. Mais ça a évolué, hein. Vous avez compris ou pas? Pêche. C'est très important parce qu'il commence à 0, à 30, à 150, à 180, ce qui arrive à 250, 280, ça prend du temps. Donc ça ne peut pas compter dans l'heure. Donc tu allumes ton four, quand tu sais qu'il est arrivé à la puissance maximale, hop, tu lances ton chrono et tu attends 1 heure. Qu'est-ce qui est cachérisable là-dedans? Le four. Pareil, peut-être éventuellement les fours donc, qui ne disposent pas d'un mode pyrolyse. On fera chauffer, on l'aura nettoyé à fond, on aura attendu 24 heures. Ensuite, on fera chauffer à fond pendant 1 heure. Ensuite, on peut utiliser le four. Est-ce que les plaques peuvent être utilisées pour Pessah? Non. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on est d'accord? Il a fait Méol. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce qu'on vient de dire? Moi, je voulais juste dire un petit truc. Est-ce que toutes les assiettes sont pyrolyse. Oui. Et au début, je mettais les plaques à l'intérieur pour pyrolyser le tout. Ouais. Mais au bout d'un certain moment, eh bien, ça élargit les côtés. Alors, vous voyez. Et à un moment donné, ben, c'est trop large et puis ça esquinque. Alors, très bien. Ça, je vous dis. Ça, je vous dis, dans la majorité des cas, les plaques ne tiennent pas ou ils vont abîmer le four. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors, soit vous achetez une plaque spéciale pour Pessah, ou, ah oui, c'est un truc important. La grille? Maintenant, il y a la grille. Là, je comprends. Alors, la grille, elle est cachérisable. Pourquoi? Parce qu'en général, on ne met pas directement du manger là-dessus. En général, c'est sur ça qu'on va mettre la marmite, on va mettre le truc. Donc, pareil, utilise la grille. on va nettoyer à fond la grille. Elle, par contre, elle peut être cachérisable à travers la pyrolyse, si elle tient la pyrolyse, ou le feu? Non, pas le feu. Le four à fond, une fois qu'il est fait. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va bien le nettoyer et on pourra l'utiliser pour Pessah. Ok? Donc on va la rentrer dans la cachérisation au moment du four. On pourra l'utiliser. Donc madame, vous pouvez très bien utiliser cette plaque et mettre par-dessus
des plats en aluminium pour faire cuire vos plats pour Pessah sans avoir besoin de racheter une nouvelle plaque. Ça élargit les parois. C'est ça que je voulais vous dire. Quoi, cette Quand on grille, fait- même la grille? Oui, parce que quand on met, c'est brûlant, la pyrolyse, c'est. Oui, oui. Alors, je vous le dis, puisque je l'ai Oui. j'ai testé. Alors dites-moi Eh ben, rapidement. ça élargit les parois. Maintenant, chacun Ok. fait ce qu'il veut. Voilà, exactement. Ça élargit. Chacun fait ce qu'il veut. Ok, mes amis, c'est bon? Donc le four, Non, j'ai une question. Est-ce Oui. que toutes les assiettes sont cachérisables? non, on va y arriver. On va y arriver. Regardez, mes amis, il reste encore pas mal de vaisselle à passer. Donc venez, on essaye de pas trop s'attarder. Ok? On rappelle une note. Donc je répète, hein, mes amis, n'oubliez pas, les grilles, qu'on appelle ça, les rails, etc. Avec du papier alu. Et la grille, si on veut l'utiliser, il faut la passer au four au maximum, que ce soit pyrolyse ou pas pyrolyse, et il faudra recouvrir donc d'aluminium. C'est bon, les plaques, on a dit, on les utilise pas. Ce que je vous parle, c'est uniquement la grille et les rails. C'est clair? Magnifique. Allez, on avance. Le micro-ondes. Alors ça aussi, c'est assez discuté. Il y en a qui autorisent, il y en a qui n'autorisent pas. Alors pareil, il y a deux sortes de micro-ondes. Il y a ceux qui ont des résistances et qui font effet gris, ce qu'on appelle aujourd'hui ici, ils s'appellent ça en Israël, les... voilà, le monde va me revenir. Non, comme ça. Toaster oven. Toaster oven, c'est un petit four. Oui. C'est un petit four, ok. Qui fait les Ou bien, il y a des micro-ondes aussi qui ont des résistances. Comment je sais si un four il a des résistances ou pas? Ben, je vois s'il y a un mode gris, tout simplement. Si mon micro-ondes il a un mode gris, c'est qu'il a des résistances. Attention, il y a des résistances qu'on voit, des résistances qu'on ne voit pas, mais elles sont dans le micro-ondes, elles sont simplement cachées par une plaque. Tout ce que je vous dis, j'ai vérifié sur ChatGPT. Ça m'a pris un temps fou à préparer ce cours. Raphaël il est présent, il était avec moi la semaine dernière, on a fait des trucs ensemble par rapport au cours. Jusqu'à tard, et peut-être que Dieu le bénisse. Le temps qu'il prend pour le cours, la vérité. Bon, les micro-ondes. On a deux sortes de micro-ondes. Ceux qui ont des résistances, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont des résistances sont considérés comme des fours. Donc, ce sera la même cachérisation qu'on a fait pour le four. Les micro-ondes qui ne disposent pas donc de résistance, alors c'est simple la cachérisation. De l'eau. On le nettoie à fond. On va mettre de l'eau, un récipient d'eau dedans, avec un peu de savon. Et on va faire chauffer à fond pendant combien de temps? 5 à 6 minutes. Une fois qu'on a fait ça, on a fini. Donc je répète, on a nettoyé à fond, on a attendu 24 heures. Oui, ça. Non, c'est pas une question de déborder. C'est la vapeur de l'eau et du savon qui vont justement annuler tous les goûts qu'il y avait dedans. Alors sachez qu'il y en a qui n'autorisent pas de cachériser le micro-ondes pour Pessah. Donc ceux qui ont l'habitude de ne pas le faire, ne changez pas vos habitudes. Ceux qui ont l'habitude de le faire, vous pouvez le faire. Alors attention, pareil, il n'y a pas de rouille dans le micro-ondes, il n'y a pas de trou dans le micro-ondes, il n'y a pas du Hametz qui a pu se cacher, que Khadesham, ça peut peut-être d'un coup s'éjecter pendant Pessah. Enfin attention, on parle d'un micro-ondes qui est en excellent état, qui n'a pas de trou, qui n'a pas de rouille, etc., etc. On arrive maintenant aux plaques de gaz, mes amis. Comment est-ce que je cachérise ma gazinière? Alors c'est très simple. Le métal lui-même, vous savez où le gaz sort, ouais, ainsi que les plaques qui sont dessus, on les nettoie à fond, d'accord? Et ça suffit de leur faire soit à gala, soit même de verser de l'eau dessus à partir d'un kéli qui sort du feu immédiatement. Il n'y a pas d'obligation de les faire passer dans le feu. D'accord? Pourquoi? C'est très simple. Parce que le gaz ou la plaque qu'il y a dessus, elle n'est jamais en contact en général avec du manger. Vous avez compris? S'il y a toujours une marmite dessus, donc même s'il y a du Hametz qui est tombé dessus, ça suffit, comme on l'a dit, donc, béagala, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on aura fait ça? Il faudra recouvrir de papier aluminium. Ok, ça en général, c'est le travail de mon père. Chaque année, oui, il est déjà en train de transpirer le pauvre. Ok, Bezrat Hashem. Allez, maintenant, on arrive, mes amis, les plaques en céramique ainsi que les plaques à induction. Parce qu'aujourd'hui, on s'est modernisé. Hein. Moi, à l'été, je préfère le gaz, alors c'est pareil. Alors, les plaques en céramique, ça a le même din qu'un kéli en verre. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin de cachérisation. Ah bon? Ouais, vous nettoyez à fond, que ce soit propre, avec du produit, et c'est cachère. Ok, mais ça, c'est uniquement des plaques en céramique parce qu'elles ont le din de verre. Attention, les Ashkenazim, ils sont marmirim dessus. Ils attendent 24 heures, ils nettoient à fond, ils font chauffer tout à fond, et ensuite, ils vont verser de l'eau dessus 3 fois. Mais ça, c'est une khumra ashkénaze. Nous, les Sfaradim, la céramique, comme c'est un din de verre, pour nous, les Sfaradim, le verre n'a pas besoin de cachérisation. L'induction, c'est pareil. C'est comme les objets qui sont en verre, donc ça n'a pas besoin de cachérisation, simplement on nettoie à fond, et c'est cachère. On les laisse pas avec 24 heures avec de l'eau à l'intérieur? Encore une fois, ça c'est pour ashkénaze. Ah. C'est uniquement ashkénaze. Nous, les Sfaradim, on n'a aucun problème, c'est ce que j'ai dit, je pense que vous n'étiez pas là tout à l'heure, à utiliser un verre toute l'année avec un café au lait dedans, le nettoyer et boire dedans ensuite une soupe chaude, à la viande. Je laisse une demi-heure. Encore une fois, là vous parlez du gaz.
Non, du céramique. La céramique, c'est pas obligé. Si vous voulez faire votre Umrah, regardez, je vais vous dire, de toute façon, Pessah, on la surnomme la fête des Umrah. C'est pas moi qui vous dirai une seule fois, madame, arrêtez de faire cette Umrah. Non, faites votre Umrah, faites-la, il n'y a aucun problème. Vous vous sentez mieux, vous avez l'habitude de faire comme ça, mais vous demandez la halakha pour un séfarade, pour une plaque en céramique ou une induction qui a le digne de verre, c'est pas obligatoire. La halakha ne demande pas. Ok, allez, Rabotai, j'avance. Plaque de Shabbat. Ah ouais, plaque de Shabbat, c'est important. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la nettoie à fond. Donc pareil, je la nettoie, j'attends 24 heures. Rappelez-vous, hein, quand on parle de nettoyage, on attend 24 heures. Quand on parle de cachérisation, forcément nettoyage à fond, ensuite attendre 24 heures, ensuite on passe à la cachérisation. On verse dessus de l'eau chaude d'un keli rishon. Donc je répète, c'est quoi un keli rishon? C'est un keli dans lequel j'ai fait bouillir de l'eau directement sur le feu et hop, pendant que c'est en train de bouillir, je vais verser sur ma plaque. Évidemment, faites attention à la résistance qui est derrière. Pas, mais en général, on peut le faire sans problème. Rappelez-vous, on peut le faire une cachérisation avec de l'eau en plusieurs fois. Donc vous prenez votre plaque à moitié gentiment, vous versez de l'eau, vous posez votre marmite, vous n'attendez pas qu'elle refroidisse parce que c'est important. Vous retournez votre plaque, vous refaites, faites attention à la résistance qu'il y a derrière, il n'y a aucun problème. Ça maintenant, une seconde, ça maintenant c'est bien quand je mets uniquement des marmites dessus. Mais quand je mets très souvent du pain dessus le Shabbat pour le faire chauffer ou le faire griller, parce que moi par exemple j'adore le pain chaud Shabbat. Alors comment je fais? Alors là dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fera exactement la même chose qu'on a dit, sauf qu'en plus de ça, il faudra le recouvrir de papier alu, mais alors bien épais. Ok? Et ça ne change pas, même si moi toute l'année je mets de l'aluminium, pas d'aluminium. En général, l'aluminium qu'on met, il n'est pas forcément épais toute l'année. Et surtout, le problème principal de l'année, c'est qu'on ne fait pas attention au Hametz. Donc tu ne peux jamais faire être sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas une fois un Hametz qu'a touché? Rappelez-vous, à Pessah, il suffit qu'un ustensile ait été utilisé une fois avec du pain et tout son statut il change. Donc c'est pour ça que pour ceux qui savent, qui mettent comme nous, par exemple chez nous, on met du pain sur la plata, même si en général il y a une petite couche d'aluminium dessus, on va cachériser et ensuite on va recouvrir avec une plata et on pourra l'utiliser pour Shabbat. Ensuite, tout ce qui est broche, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est donc en métal, etc., tout ce qui est broche pour la viande et tout, tout ce qu'on a utilisé pour de la viande uniquement par le feu, la cachérisation c'est quoi? On l'a dit, par le feu, à condition que ça rougisse et qu'on voit des étincelles sortir. Si on n'arrive pas à ça, on ne peut pas cachériser pour Pessah, parce que c'est clair. Ok, alors je précise. Si c'est des broches, vous avez utilisé que de la viande, rappelez-vous bien ce que je vous dis, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez utilisé que de la viande dedans toute l'année, vous avez fait attention à ça, parce que vous voulez utiliser pour Pessah. Comment vous cachérisez ça? Vous nettoyez, vous attendez 24 heures et ça suffit béagala. Par contre, si une seule fois c'était en contact avec du chametz, avec du pain, ou des pirourés, lechem, de la panure, etc., il faut passer au feu. Et au feu, c'est à condition qu'on vient d'énumérer maintenant. Alors, la dame qui m'a posé la question tout à l'heure par rapport au lave-vaisselle, Médiar Kelim, qu'est-ce qu'on fait? Alors, écoutez, pareil, il y a deux avis. Déjà, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de chametz, ce qu'on appelle ba'aïn. Il n'y a pas de pâte, il n'y a pas de truc qui traîne dans la vaisselle, ça c'est important. Maintenant, pourquoi il y en a qui disent bien sûr que oui, le lave-vaisselle est cachérisable? Parce que constamment, quand je mets ma vaisselle à laver, qu'est-ce qui sort dans l'eau? Du savon. Il y a du produit qui va venir ici dénaturer le chametz que je suis en train de faire nettoyer maintenant. Donc ça veut dire que constamment, même, entre guillemets, ce lave-vaisselle qui va absorber du chametz, ce chametz est dénaturé. Donc c'est pour ça que beaucoup de poskim autorisent à condition qu'encore une fois le truc il est nickel et que vous faites comment vous le cachérisez? Simplement, vous assurez qu'il est propre, vous faites un cycle à vide et votre lave-vaisselle est cachère les Pessah. Pourquoi il y en a qui interdisent? Parce qu'ils disent oui, il n'y a pas de problème sur ce qu'il y a à l'extérieur, mais les filtres, et il y a des parties à l'intérieur qu'on n'a pas, on n'a pas accès. Alors oui, si on a le filtre, attention, il faut le vider. Vous le videz et à ce moment-là, vous faites votre passage à vide. Mais si quelqu'un me dit oui, mais moi, il y a d'autres parties qui sont démontables dans le lave-vaisselle, je ne sais pas comment on fait, ou j'y ai pas accès, ou je ne sais pas où mon filtre, etc. Alors c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent aussi que le lave-vaisselle n'est pas cachérisable pour Pessah. Vous avez compris? Mais en tout cas, ceux qui ont l'habitude de le faire, et qui le font bien, et qui ont accès au, on a dit, le filtre, etc., machin, vous avez sur quoi vous reposer. Si vous le faites correctement, vous pouvez utiliser pour Pessah. Maintenant, on arrive à la suite. Plan de travail, évier. Alors, plan de travail, évier, il faut savoir une chose. Vu que la majorité du temps, c'est pas quelque chose où on met directement du chametz dessus à chaud. On peut mettre une marmite. On peut mettre du pain, oui, mais c'est à froid le pain. Mais dans la pâte à pain que mesdames vous travaillez, c'est à froid. La marmite qu'on va poser, même s'il y a du chametz dedans, elle est chaude, mais c'est pas le repas. C'est la marmite qui fait écran avec le repas. De plus que, comme encore une fois pour nous, les séfaradim, on va selon la majorité d'utilisation d'un ustensile. C'est pour ça que le plan de travail, comment est-ce que ça suffit de le nettoyer? On le nettoie nickel et on va verser de l'eau chaude et il n'y a aucun problème. Maintenant, écoutez bien le chidouche. Si on a peur que le plan de travail ne va pas tenir,
alors on le nettoie simplement, il faudra le recouvrir avec quelque chose. C'est bon? Très bien. Le kior, les éviers. Alors là, moi, je vais vous faire une petite ombrage, je vous dis la vérité. Même si en général, c'est vrai qu'on n'a pas forcément. Non, un bassine, c'est vraiment une grosse khumra. Bassine, c'est pour beaucoup d'Ashkenaz, il y a beaucoup de choses, je vais y arriver après. L'évier, attention, les Marocains ont beaucoup de khumra d'Ashkenaz. Alors je précise, c'est quoi parce que Sylvain, il a ouvert l'histoire. Les Marocains, à Pessah, mais également toute l'année, ont beaucoup de khumrot Ashkenaz. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand rave qui s'appelait le Rosh, Rabbeinu Asher, qui était un titan en halakha, qui était Ashkenaz. Dans une période de sa vie, il est parti s'installer au Maroc. Et c'était lui, à ce moment-là, le Maradatra, le Rav, il a tranché les halakhot aux Marocains comme des Ashkenazim. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de Marocains qui ont des khumrot Ashkenaz. Attention, c'est devenu leur halakha, il y continue. C'est bon? Ok. L'évier, pareil, en grande majorité en général, on n'a pas accès avec du chametz là-bas à chaud. Ça arrive des fois. Par exemple, on peut verser de l'eau, des pâtes et tout. Donc moi, je vous conseille, vous le nettoyez à fond, vous attendez 24 heures et pareil, vous allez verser de l'eau chaude, comme ça vous êtes tranquille. C'est clair? Pareil pour les comment on appelle ça? Les robinets, etc. C'est pas en contact avec du manger, ça. Donc ça suffit complètement, simplement de le nettoyer et c'est cachère, ok? Je peux aussi. Alors oui, évidemment, on parle ici des ustensiles qui sont en inox, soit en métal ou en aluminium. Parce que ça, kebolo carpolto, parce que ça recrache. Ce que ça, truc. Sinon, comment on fait quand on a par exemple des trucs en céramique, etc. ou en terre cuite? Alors on fait ce que nous on a fait pendant des années en France et c'est une tannée. Soit vous mettez la bassine ou soit carrément vous recouvrez l'évier avec un, comment on appelle ça, papa? Papier autocollant. Un papier autocollant. Alors ça, je peux vous dire, c'est vraiment une galère. C'est vraiment une galère, ok? Parce que encore une fois, on n'est pas sûr que ce qu'il a avalé, ce qu'il va recracher ou pas, etc. Donc une bassine, mais encore une fois, la bassine, c'est pas, des fois c'est un peu discuté. Parce que la bassine, des fois, elle est petite, l'évier, il est grand, vous comment on continue à toucher. Bon, encore une fois, je vous dis, mais ça, c'est un peu la fête, mes amis, des khumrot, ok? Donc, je continue. Les objets en verre. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour nous, les Sfaradim, n'ont pas besoin d'être cachérisés. Non, madame, vous vous trompez. Nous, les Sfaradim, les kelim en verre, non seulement ils sont cachérisables, mais ils n'ont même pas besoin de cachérisation. Pourquoi? Parce que c'est Avod des Rabbi qui nous apprend un grand break. Kelis ruchit, enam bolaim ve'enam poltim. Ni ils avalent, ni ils recrachent. Donc, vous l'utilisez, vous le nettoyez correctement, que ce soit des verres, des couverts, de la vaisselle, des marmites, ça existe des marmites en verre, je pense pas. Ok, mais si ça existe, en tout cas, tout ça, on a dit, vous les prenez, vous les nettoyez, ils sont à 100% utilisables pour Pessah. Les Ashkenazim, en verre. Les Ashkenazim, eux, ils font des khumrot, les amis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, si on a utilisé ça à chaud, etc., avec du chametz pendant Pessah, alors eux, en général, ils n'utilisent pas pendant Pessah. Ok? Maintenant, tout ce qui est, quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, Duralex, Pyralex, etc., on a utilisé, Pyrex, pardon, qu'on a utilisé sur du feu. Alors pareil, les Ashkenazim, eux, ils peuvent le cachériser avec une agala en faisant 3 fois la agala. Alors c'est vraiment une khumra, de faire 3 fois une agala, c'est vraiment quelque chose. Mais encore une fois, pour nous les Sfaradim, c'est comme le verre, ça ne nécessite pas de cachérisation. C'est clair? Super. Le plastique, le bois et la pierre, c'est cachérisable comme le métal. Les mêmes choses que vous avez fait, vous les appliquez là-dessus. Ouais, on continue. Et là, c'est un truc très important. On a ce qu'on appelle dans la Torah Keli Cheres. C'est quoi Keli Cheres? C'est tous les objets qui sont faits. Alors à l'époque, on appelait ça de l'argile. Aujourd'hui, on appelle ça de la céramique, de la terre cuite ou de la porcelaine. Terre cuite, porcelaine, céramique, ce n'est pas cachérisable. Il y a un extensible, les assiettes arcophales, par exemple. C'est cachérisable. fait comment ça? C'est une matière qui est vert et... Attendez. Quel rapport avec la terre cuite, Mechila? Parce qu'il y a des objets qui sont faits à base de terre cuite, madame. La céramique et la porcelaine, c'est quelque chose qui est passé au four, c'est de la terre cuite à la base qu'on a travaillé. Oui, je dis, moi aussi, je savais pas, c'est en préparant le cours avec ChatGPT, j'ai appris tout ce que je savais pas jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, je suis devenu un collab, c'est magnifique. Ok, donc je répète, terre cuite, porcelaine, céramique, ce n'est pas cachérisable. Pourquoi? Parce que ça avale, mais ça ne recrache pas. Et si on a que cette vaisselle que pour Pessah? Vous avez que pour la viande, vous pouvez utiliser pour la viande. Vous avez compris? Alors maintenant, juste un petit piège, je vais voir si vous avez réfléchi. Une question.
Si je suis en train de vous dire que la céramique avale mais ne recrache pas. Donc c'est quoi le problème d'utiliser ça à Pessah? Arrête tout le Khametz qu'il a avalé, il va jamais le recracher. Ouais. Alors pourquoi je peux pas utiliser pour Pessah? Et à Parce que l'intérieur, c'est poreux. Et du coup, ça absorbe, Et mais alors ça ne rejette pas. Bah justement, si ça rejette pas, donc mon repas de Pessah ne sera jamais en contact avec le Khametz. Et Alors le- pourquoi je peux il y a pas du l'utiliser? Khametz dedans. Il est pas poreux, hein. C'est pas viable. Je parle uniquement de porcelaine, de céramique et de terre cuite. Je parle pas de verre, je parle pas de Alex, je parle pas Dans de le Pirec. doute. C'est dans le doute. Non, 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 ça ne recrache pas, il n'y a pas de doute. Ah oui, ça se cache. Alors, réponse. Réponse. Messieurs, s'il vous plaît, écoutez la réponse, elle est très importante. Parce que mes amis, je vous apprends un chidouche. Par exemple, c'est même pas, et c'est la même question pour le lait et la viande. Hein. Si j'ai un objet maintenant en terre cuite, en porcelaine, est-ce que je pourrais utiliser pour le lait et la viande? Bah, de toute façon, il ne va pas recracher. Pourquoi pas? Vous dites non, vous avez raison, mais pourquoi? Il faut savoir. Vous allez sortir d'ici, vous allez tous être des bombes atomiques. Réponse. Parce que de la même manière que dans le lait et la viande, j'ai l'interdiction de le consommer une fois que c'est cuit ensemble, j'ai aussi l'interdiction de cuisiner du lait et de la viande ensemble, même si je ne la consomme pas. N'est-ce pas? Il y a un issour, il y a 3 issourim. Interdiction de manger du lait et de la viande ensemble qui a cuit ensemble. Interdiction de faire cuire simplement du lait et de la viande ensemble, même si je ne le mange pas. Et interdiction d'en tirer profit. De cuisiner et de donner à un goy. Interdit. Alors que lui, il n'a pas d'interdiction. Mais comme moi, je m'attire ses bonnes grâces, à Sourbéana. Donc écoutez bien ici. C'est pareil pour Pessah. Ma céramique, ma terre cuite. C'est vrai que j'ai fait cuire du Khametz dedans toute l'année et que maintenant c'est avalé et c'est bloqué à l'intérieur. Il ne va jamais le recracher, mais j'ai un autre problème. C'est quand je vais faire cuire maintenant des aliments cachers les Pessah, et ils vont rentrer dans les parois de l'ustensile. Il va y avoir un mélange Khametz, cacher les Pessah à l'intérieur. Et ça, c'est interdit. bah oui. Il y a eu- Bah oui, sauf qu'il y a 2 minutes, il n'y a personne qui savait. Ah, mais je t'ai posé que la réponse, tu n'as pas répondu. Pourquoi tu n'as pas répondu? Parce que je t'ai laissé répondre. Ah tiens, Mais adorable je- David. Bon, que là, Par contre, je suis pas d'accord avec toi sur un truc. ah vas-y, Le vas-y. bois. Moi, j'ai appris. Alors Larzis, tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'es pas d'accord avec la halakha. Non. Après, il faut le revoir. Peut-être qu'il faut revoir les choses. Alors Le mes bois, amis, il absorbe. alors mes amis, écoutez bien. La dispense de Miguel. Mes amis, je répète, le plastique, le bois et la pierre, c'est cachérisable comme le métal. Ceux qui ont la chomra de ne pas le faire, ne le faites pas. Je ne suis pas en train de vous dire faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais ne dites pas que c'est interdit. C'est tout ce que je vous demande. C'est Ceux qui ont des chumrotes, parole de rap. encore une fois, il a peut-être des chumrotes, parle de Rav. Personne n'a dit qu'on ne le fait pas. Le bois. Mais comme Pessah, regarde, Nico, écoute, comme Pessah, de la même manière, il y en a qui vont dire mais non, le verre, on ne peut pas utiliser. Parole de Rav. Je ouvre la halakha. Regardez, je vous précise quelque chose. Les halakhot que je vous donne, c'est pour les Sfaradim, et je précise, c'est selon un Rav qui s'appelle le Rav Naki. C'était un élève Tsamoud du Rav Ovadia Yosef. D'accord? Tout à l'heure, par exemple, il y avait Marchet et le Rav Ophir Malka, je voulais ramener. Il y aura forcément quelqu'un qui dit non. Vous demandez est-ce que là, halakha elle autorise, celui qui veut le faire, est-ce qu'il peut, selon toutes les conditions qu'on a bien pris le temps d'expliquer? Oui. Ok? Très bien. Donc on l'a dit, porcelaine, céramique, terre cuite, c'est pas cachérisable. Bois, c'est cachérisable. Ok. Très bien. Maintenant, la marloquette, la discussion. Les vaisselles et les ustensiles qui sont recouverts d'émail. C'est de la céramique ou de la porcelaine recouverts d'émail. 2 écoles. Il y en a qui autorisent, il y en a qui interdisent. Pourquoi? Parce que la marloquette, elle est comme ça. La terre cuite, elle avale mais elle ne recrache pas. Ça, c'est quand la céramique ou la porcelaine ou la terre cuite est directement à l'état pur. Mais si elle est recouverte d'une couche d'émail, l'émail va faire en sorte qu'il n'y ait ni absorption, ni recrachage, je ne sais pas comment on va appeler ça. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de problème. C'est pour ça qu'il y en a qui disent un ustensile qui est recouvert d'émail, qui est en bon état, évidemment, il n'a pas trou, il n'est pas cassé, il n'est pas brisé. Attention, hein, fêlure, fissure, c'est pas cachérisable, hein, je vous arrête tout de suite. Et les joints. Qu'est-ce qu'ils ont les joints? Les joints qu'il y a entre les céramiques. J'ai une assiette avec. Mais le joint, c'est du plastique, c'est cachérisable, c'est quoi le problème? Ou du caoutchouc, pas de problème. Sinon, comment on fait pour cachériser les marmites, etc. Ok, de toute façon, n'oubliez pas, hein, le caoutchouc, il faut l'enlever, il faut bien nettoyer, il faut mettre les produits, etc. D'accord? Donc ça que je vous dis, ceux qui pensent que c'est autorisable, c'est parce qu'ils pensent. Les amis, écoutez s'il vous plaît. Les amis, on arrive à la fin, venez s'il vous plaît, on termine. Les commentaires, ils sont pas obligatoires, s'il vous plaît. Monsieur, les commentaires qui sont pas obligatoires avec le cours, pendant les pizzas, ce sera super. Ok? Alors je reprends. Ceux qui autorisent les ustensiles recouverts d'émail, pourquoi ils autorisent? Ils disent parce qu'à partir du moment où j'ai cette couche d'émail, ça n'absorbe plus et ça ne recrache plus, donc c'est autorisé. Ceux qui disent que non, ils disent regarde, c'est simple, nous on a un klal. Le klicheres, la porcelaine, tout ça, la terre cuite, comme on l'a dit, la céramique, ça avale, même s'il y a de l'émail, j'en prends pas compte, j'interdis quand même. Donc ça, je vous dis, il y a 2 écoles. Vous avez l'habitude de le faire, si vos ustensiles sont en bon état, vous pouvez le faire. Ceux qui disent j'ai pas l'habitude de le faire, ne le faites pas, il n'y a aucun problème. Maintenant, comment je cachérise? Avec un gala. Ok? Et c'est bien, par contre, dans ce cas-là, on dit que c'est bien de les tremper 3 fois. Parce que vraiment, vous avez compris, c'est de la terre cuite, c'est recouvert, donc si on le fait, on le fait. Très bien.
Tous les ustensiles que j'ai l'habitude d'utiliser à froid. Est-ce que j'ai. Donc, on parle pas maintenant de la matière en verre, hein, de l'aluminium, du métal, du plastique, du bois, de la pierre. Hein, même le bois, selon moi. Ok. Mais à froid. Comment je cachérise? Il n'y a pas besoin de cachériser. Encore une fois, je ne parle pas d'objets qui sont en contact avec du piment. Le piment, le piquant, c'est quelque chose, c'est comme du chaud. Il faut le cachériser. Les oignons. Ok, les oignons, le piquant, etc. Mais des choses que j'ai l'habitude d'utiliser à froid, il n'y a pas besoin, mes amis, de cachériser. Ça suffit simplement de les nettoyer un bon coup, de les rincer et de les mettre. Les Ashkenazim, ils sont mahmirim et eux, ils font quand même agala dans les choses brûlantes. On finit rapidement. Le frigidaire, on nettoie un bon coup avec les produits. Il n'y a aucun problème. Attention, on fera attention. Donc les joints, les trucs en plastique, etc. On fait tout ça, les caoutchoucs. La table. Alors, ceux qui ont l'habitude de manger sans nappe et qui vont mettre du manger, donc du pain, etc., le coup classique. Alors évidemment, il faudra nettoyer à fond. Si la table tient le coup, il faudra également verser de l'eau chaude. Sinon, c'est une table en bois, ou je ne sais pas en quelle matière qui peut s'abîmer. Alors évidemment, on ne va pas abîmer la table. Qu'est-ce qu'on fera? On mettra une grosse nappe. On va bien nettoyer à fond. On mettra une grosse nappe, donc toute la semaine de Pessah. Si ça concerne certaines personnes, sans viser personne. Les dentiers. Alors, les dentiers, c'est une question à poser. Pourquoi vous regardez? Je t'ai pas regardé, du coup, j'ai regardé comme ça. Si tu te sens visé, je peux rien faire. Hein. Mes amis, les dentiers, comment ça marche? On les nettoie à fond et il faut verser dessus de l'eau chaude. Ok? Pourquoi? Parce que c'est en contact directement également avec du chametz. Alors, on va finir avec ça. Les brosses à dents. Dernière chose, les brosses à dents. Alors, regardez. Alors, les brosses à dents, la vérité le plus simple, c'est de jeter. Maintenant, écoutez bien ce que je dis. La brosse à dents, si vraiment vous la gardez, normalement, vous pourrez. Pourquoi? Parce que si vous regardez, il n'y a pas de miettes dedans et que toute l'année, c'est en contact avec du dentifrice qui est de nature, c'est pas vraiment chametz. Mais bon, une fois par an, je pense qu'on peut acheter une dentifrice, une brosse à dents à 5 shekels ou à 3 shekels. Dernière chose, mes amis, on finit le cours avec ça. Les jouets des enfants. Les jouets, alors les livres, rapidement, je finis avec ça. Les jouets des enfants, mes amis, il faut bien nettoyer, il faut tout passer. Juste pour la petite anecdote, ma parole, l'année dernière, ça m'est arrivé à moi. Écoutez bien. Même pas forcément des bébés, les bébés ils marchent pas. Les enfants qui marchent, qui ont 2 ans, 3 ans, écoutez bien, ça m'est arrivé à moi l'année dernière. Je vous assure. On est Shabbat. Pas Pessah, Shabbat. Quelques mois avant Pessah même. On est Shabbat après-midi. Ma fille, que certains d'entre vous ont déjà vu ici, je lui ai donné des petits moments avant le repas. Je lui ai dit, regarde, là, je vais me reposer. Tu ne montes pas sur le placard, tu peux tomber avec la chaise et tout, il me dit, pas de problème. Je me repose, je me lève. Je vois un sachet, donc un emballage de bonbons qui traîne, et elle avec une petite trace de bonbons sur le côté. Je l'appelle, je lui dis, est-ce que tu as mangé des bonbons? Alors, la vérité par nature, déjà, Baruch Hashem, c'est pas une menteuse, et de toute façon, c'est une très mauvaise menteuse de toute façon. Ok? Elle me dit, c'est les enfants comment ils font? Pourquoi tu me poses la question? Alors je lui dis, de 1, parce que le papa il sait tout. Et de 2, parce qu'il y a un emballage ici. Bon, je sais pas aussi comment je l'ai cramé, parce qu'après elle va être intelligente. Je lui dis, je sais que tu as mangé un bonbon. Maintenant, j'ai eu une question. Est-ce que tu es monté dans le placard prendre le bonbon alors que je t'ai dit de ne pas le faire? Moi, c'est ça qui m'intéresse surtout. Bien sûr. Elle m'a dit, papa, je te promets que non. Alors je veux bien la croire. Parce que je sais, chacun connaît son enfant quand il ment, quand il dit la vérité. Je dis, mais à ce moment-là, d'où il vient le bonbon? Et là, elle baisse les yeux, elle ne veut pas me répondre. C'est une histoire vraie, hein. Elle me dit, si je te dis que tu vas t'énerver, je lui dis, si tu me dis la vérité, je ne vais pas m'énerver. Non. Elle me dit, je l'ai pris dans mes jouets. Ça veut dire quoi? Et là, écoutez bien, elle m'amène dans sa petite cuisine, elle me montre une cachette où elle a mis des bonbons là-bas à l'année. Elle s'était fait une réserve. Au cas où, regardez l'intelligence. Au cas où papa m'a dit, pas de bonbons de l'armoire, ok, mais des bonbons dans les jouets, il n'a pas dit non. Donc j'ai découvert. Ah ouais, elle a oublié d'être bête. Elle tient ça de son grand-père, je crois. Écoutez bien. Donc j'ai découvert une réserve de bonbons Chametz dans les jouets. Donc évidemment, on parle de jouets, on parle de manteaux, on parle de cartables, vous savez, les sioum, les fêtes, les kabbalah Shabbat, les gosses arrivent. Il faut tout passer au peigne fin parce qu'encore une fois, vous tombez dessus pendant Pessah, on a un problème. Alors c'est vrai qu'on va faire bio Chametz, ça on va en parler si tu veux, donc on l'a dit la semaine prochaine. On va faire bitoul, etc. Aval balire et balimatse, tu ne peux pas trouver du Chametz, si tu le trouves, c'est un vrai problème. C'est que attends, tu la nuit, il faut le sortir de la maison, il ne faut pas rentrer dans ces problèmes. Et les sfarim, dernière chose, mes amis, les livres. Bibliothèque, alors on va être très simple. Hein. Je répète, Pessah, c'est pas nettoyage de printemps. Tu vas enlever la poussière des livres qui sont là-bas, que tu n'utilises jamais, et on t'a offert un chasse quand tu t'es marié il y a 50 ans, tu l'as jamais ouvert.
Bon, nettoie-le si tu veux, il y a une obligation, non. Les livres que vous avez l'habitude d'utiliser dans l'année, vous n'êtes pas en contact avec du manger, vous n'avez pas besoin d'utiliser. Uniquement les Birkonim, Birkat Amazon, les livres, les Patach Eliyahu, peut-être les Dvar Torah que vous ouvrez vraiment à table avec des miettes, etc. Là, il faut vérifier. Moi, j'ai un conseil, les Birkat Amazon, il ne faut pas les utiliser. Parce qu'il y a tellement de choses des fois qui sont collées, ça a renversé, de l'huile, du whisky, du vin, machin, ce que tu veux, il y a des miettes, vous les prenez, vous les vendez avec votre Khametz qu'on parlera la semaine prochaine, et vous prenez des veaux Birkonim pour Pessah. Mes amis, Chazak ou tous, et Bezrat la semaine prochaine, on continuera donc avec le deuxième volet de la de Pessah. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. אם לא נשכח תמיד להיות